Bienvenue donc enfin dans le Hot et le Hard Interview à la télévision et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Ce soir, nous croisons les idées, les opinions pour en sortir la vérité ou une vérité autour d'un sujet. Ce sujet, c'est la sortie de Macron et la réaction des panafricanistes. L'objet, c'est savoir si on reparle de souveraineté dans ces cas-là, et si on reparle d'ingérence, si on reparle également d'indifférence de la communauté urbaine pour les questions liées à la vie sociopolitique au Cameroun. Et l'homme qui est notre fixeur ce soir pour évoquer tous ces sujets, c'est Mbanda Kani, le président du nouveau mouvement populaire, le NMP, qui est bien installé. Je signale que Mbanda Kani est ancien président et ancien secrétaire général du Manidem, le nouveau mouvement également, nouveau mouvement africain pour l'indépendance et la démocratie. Mbanda Kani fait partie du G20 qui a existé pendant la présidentielle de 2018 pour sous le soutien à Paul Biya, le soutien d'une partie de l'opposition au candidat Paul Biya. Mbanda Kani a été également candidat aux élections législatives et municipales et a investi d'autres candidats pour ces élections-là. Il est bien installé, nous l'accueillons. Bonsoir. Bonsoir mon cher Rodi Tongue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. C'est un grand plateau que j'admire, malgré son caractère hot et hard, comme vous avez dit d'ailleurs. Que nous assumons. Mais tout à fait. Ça fait du bien au pays, n'est-ce pas, à toute l'Afrique. Permettez-moi de saluer les techniciens. Vous savez, la machinerie de la production, c'est pas évident. Il faut souvent leur faire des coucous. Je voudrais saluer aussi tous les journalistes avec qui je vais tout à l'heure échanger. Mon ami avec qui je vais dueller, n'est-ce pas? Et enfin, je salue tous les téléspectateurs des canaux 2 répandus dans le monde entier. Et un coucou spécial aux militants du NMP qui suivent l'émission. Qui suivent certainement l'émission, qui n'ont pas pu nous rejoindre dans le plateau parce que nous tournons à Douala et le plateau un peu plus exigu que celui de Yaoundé où nous avons nos traditionnels gradins. Vous ne les aurez pas ce soir. Merci Mbanda Kani. Vous le faites bien, vous faites bien de le dire. L'arène, c'est du hot, c'est du hard. L'arène, c'est un jeu, c'est un combat, j'ai envie de dire, jusqu'à la mort, mais la mort symbolique. C'est un jeu agonal où chacun recherche la mort symbolique de l'autre. Donc, on peut parfois placer une phrase un peu au-dessus de l'autre, mais jamais on ne descend au-dessous de la ceinture. Quelquefois, nous avons assisté à des scènes pas dignes de l'arène, mais ce sont des accidents, des sorties de pistes qui ont été très vite rattrapées, qui ont été très vite corrigées. Mais l'arène reste l'arène. Si vous voulez une interview douce, je vous suggère d'autres programmes de Canal 2 International. Il y a peut-être Parole d'homme, peut-être à côté, à la CATV, vous avez Actualité Hebdo, mais ici, c'est l'arène. Bonsoir Alain Djipou, merci d'avoir également accepté notre invitation. Bonsoir Rodrigue, bravo pour votre excellente introduction. Je signale que vous êtes ancien rédacteur en chef du quotidien Le Messager, vous êtes grand reporter dans le même journal, anciennement aussi, qui a quitté aussi la rue des Écoles. Effectivement, nous avons par souci d'être plus au cœur de la ville, par contraintes financières, il faut le dire, nous étions obligés de délocaliser. En tout cas, ça ne change en rien au ton du Messager qui a pour viatique, qui a pour, j'ai envie de dire, le credo. Pour credo, quand on a du caractère, on l'affiche. Là, c'est plutôt mutation. Quand on a du caractère, être à l'écoute du peuple. Oui, mais quand on a du caractère, on l'affiche. On pourra le vérifier. On pourra le vérifier. Je suis moi-même un ancien du Messager. Je peux vous assurer que je ne me trompe pas dessus. D'accord. Plus Diaoyema le dit, quand on a du caractère, on l'affiche. Thierry Niofé, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, je renvoie la politesse au président Mbanda Kani, un ami que je trouve avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai qu'on a le plaisir de se rencontrer chaque fois que l'occasion se présente sur des plateaux de télévision, parfois comme contradicteur, parfois comme panéliste. C'est un plaisir de l'avoir. Je dis également bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent avec beaucoup d'entrain certainement. Merci. Je signale que vers le troisième quart d'heure de cette émission, Pierre K, politologue, sera en plateau pour la partie duel de cette émission. Pierre K est ancien journaliste, disons-le ainsi, il est l'ancien directeur de rédaction du quotidien de l'économie, devenu l'économie
entre-temps, mais la reine, c'est aussi ses escales habituelles. C'est Monique Fosso, dans un instant, qui va nous plonger dans les sinuosités de la vie côté jardin de notre invité, Banda Kani, vers la fin. Robert Charles Itok ne nous fera pas fausse compagnie ce dimanche. En tout cas, la dernière fois, c'était pas de son propre chef. Il sera là ce soir pour nous restituer la substantifique moelle de ce que sera l'arène de ce soir. Puisque le décor est campé, je vous propose de traverser la première borne de cette arène. Bonsoir Banda Kani, nous serions parce que nous avons beaucoup de problèmes techniques ce soir, quelques soucis avec nos synthés aussi, les noms des réalisateurs, des présentateurs, toute la distribution, mais ça va se corriger pendant les 2 heures de programme. Alors, président Banda Kani, comment vous avez vécu cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a suscité les réactions au sein du gouvernement, même à la présidence de la République, cette vidéo de l'échange entre le président Macron et l'activiste Calibro, le président Macron affirmait ou révélait au grand public qu'il avait exercé des pressions sur le président Biya, qu'il avait obtenu dans l'immédiat la libération de Maurice Kamto et ses co-religionnaires, et que plus tard il espérait faire pression sur le président pour la résorption au fond de la crise anglophone. Comment vous, le panafricaniste, j'ai envie de dire le tribun qu'on a souvent vu sur les plateaux de télévision, notamment chez notre confrère Afrique Média, avait accueilli, comment vous avez accueilli cette sortie-là? 2 sentiments m'ont habité, de manière contradictoire d'ailleurs, mais ils m'ont habité ces sentiments-là. Le premier sentiment, c'était un sentiment d'un coup que j'avais reçu. Je me suis senti poignardé en tant que Camerounais, dans ma dignité, dans ma fierté d'être Camerounais. Mais de l'autre côté, j'étais content. C'est 2 sentiments contradictoires, ou bien un sentiment à deux faces. Donc j'étais content parce que la sortie de ce monsieur-là permettait de mettre sur la table, n'est-ce pas, la réalité de nos relations avec la France, que certains ont longtemps nié, par hypocrisie diplomatique et politique, alors que rien ne justifie la continuité de cette hypocrisie, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien au pays. D'autres ont nié ça pour des intérêts, pour des connivences sans honneur, pour des allégeances qu'on ne pouvait pas avoir en public. Donc on faisait tout pour bonifier une relation qui n'a jamais été une bonne relation sur le plan de l'histoire. Donc ça m'a fait plaisir parce qu'enfin, on dirait plus les aboyeurs. Oh, le président Malakani est la France, c'est un anti-français, tout ça, et qu'on sort. Vous savez, j'ai subi tout ça. Donc là, on a vu en plein 21e siècle, n'est-ce pas, celui que vous appelez président de la France, descendre à son vrai niveau pour, n'est-ce pas, mettre les rapports diplomatiques. C'est le président de la France. Oui, j'ai dit vous. C'est pas nous qui le désignons ici. C'est les Français qui l'ont élu. Oui, mais quand quelqu'un descend, n'est pas à la hauteur de la fonction, n'est-ce pas, descend dans la rue comme il a fait, il faut le traiter comme tel. Parce que c'est des gens qui ne laissent pas les gens tranquilles. Parce que vous ne partagez pas la même opinion. Non, ce n'est pas une affaire d'opinion. Vous estimez que là, on n'est pas au niveau de l'opinion. On n'est pas au niveau de l'opinion. M. Macron s'est donné des droits qu'il ne mérite pas et qu'il n'est pas digne d'avoir pour traiter comme ça une nation et son président. Alors moi, je n'accepte pas ça. Alors donc, je suis libre de le traiter comme lui-même, au niveau du même il s'est mis. Mais pour bien comprendre cette affaire, il faut l'inscrire dans 2 ou 3 dimensions. La première dimension, c'est rappeler la criminalisation de l'État français. Bon, c'est un État qui a des sens criminels. Je donne des faits. Et historiquement, vous savez le sort qui a été réservé à Félix Moumié, qui est un héros national camerounais aujourd'hui. Il a été assassiné par un colonel de l'armée française. Cette affaire n'a jamais été élucidée. Moumié, froidement assassiné. Ça, c'est lointain. Je ne vais pas revenir sur les 22 ou 23 présidents africains qui ont été assassinés par des coups d'État organisés par la France, directement. On peut les citer. Ces affaires n'ont jamais été élucidées et personne ne parle de ça. C'est passé comme ça, comme s'il n'y avait rien. On s'imagine que sur 23, vous pouvez citer sur 23 au moins 5. Oui, Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, Kadhafi, Barbeau qui a été humilié. Pas encore assassiné. Qui a été humilié. Ah ben, c'est comme un assassinat.
Tout à l'heure, on parlait de mort symbolique, c'est plus qu'un assassinat symbolique. Le Gbagbo a suivi. Donc il y a plein comme ça qui sont passés, assassinés, tués. Je ne reviens pas sur le cas de Bokassa. Le président Bokassa, c'est qu'il a vécu. C'est-à-dire, un président français lui a pris sa femme, M. Giscard d'Estaing. Et il lui a fait un enfant sur le dos, en se moquant de lui. Parce qu'il ne voulait pas que Bokassa révèle le monde entier qu'il était un voleur de diamants. Donc il y a des cas, c'est une histoire, ce sont des faits qu'on banalise, on enseigne par nos enfants, ça n'est pas sur la place publique. Et tout ça, on nous dit tous les jours que nous avons de très bonnes relations avec la France. Mais parlons des choses récentes. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Ahmed Koulibaly. Et là, je suis en train de revenir pour faire le lien avec l'ensauvagement et le rabaissement de la fonction présidentielle en France. Mais qui lui-même est une dynamique qui s'est inscrite en Europe. On peut voir depuis Berlusconi. Et il y a la séquence Sarkozy, la séquence Macron en France. Alors M. Sarkozy avait reçu un certain Mehdi Koulibaly à l'Élysée, dans le cadre d'un forum sur l'emploi. Là, ça lui causé avec lui. 6 mois après, c'était un terroriste qui faisait, je crois, à Charlie Hebdo. Et ce monsieur a été tué. Alors qu'on aurait pu le neutraliser, puisqu'on nous dit que ce sont des états de droit, le neutraliser, il y a des armes pour ça, il y a des armes, des gaz qui sont faits pour ça, on peut neutraliser quelqu'un, après on le remet en selle, on le juge. Mais il ne fallait pas qu'il parle. Il ne fallait pas qu'il parle. Ce monsieur a été liquidé comme ça. Voilà un monsieur qui, il y a 6 mois, a été reçu par le président français, avec les fins lignées de la police française, avec les fiches qui sont toujours au niveau le plus élevé, qui sont actualisées. C'est la meilleure police du monde, semble-t-il, qu'on écoute certains Africains. Mais 6 mois après, ce gars était un terroriste qui faisait un attentat extraordinaire en France. Mais il n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul cas. Je vous parle des comportements bizarres au niveau du sommet de l'État français. Vous vous souvenez, en Côte d'Ivoire, la France, lorsque le président Gbagbo décide de lancer l'opération d'unité pour anéantir la rébellion, avec les Sukhoi qu'il avait acquis, la France tue 9 soldats français. Alors maintenant, je peux le dire sans avoir peur. Tue 9 soldats français et met ça sur la tête de Laurent Gbagbo. Et au lieu de faire un procès, d'acculer Gbagbo devant des juridictions appropriées, qu'est-ce que la France fait? Elle va bombarder directement le Sukhoi. Elle écrase les Sukhoi et la fait n'est jamais allée en justice. Jusqu'à aujourd'hui, les familles françaises des soldats morts ont fait des enquêtes, sont remontées jusqu'au à ceux qui conduisaient, les Biélorussiens qui conduisaient les hélicoptères. Elles ont sur la table des éléments qui démontrent que Gbagbo n'avait rien à y voir. Et que c'est la France, que ces soldats, secret de France. On n'en parle plus, parce qu'il faut protéger Mme Alliot-Marie, il faut protéger M. de Villepin et tout Ikanti. Ce sont des faits. Vous vous souvenez, lorsque M. Bachar el-Assad, il a été accusé devant le monde entier d'avoir gazé son peuple au gaz chimique, M. Bachar el-Assad. Et voilà une commission internationale, normalement, qui se met sur pied sous le leadership de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui se met sur pied. Quand cette dynamique se met sur place, M. Macron sort et dit c'est Bachar el-Assad qui a gazé son peuple. Il accuse Bachar el-Assad. Le monde entier avait vu, il a dit c'est oui, il y a des preuves. Jusqu'à aujourd'hui, l'enquête de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'a jamais été rendue publique. Mais les indicateurs ont montré que c'était une ONG française, je crois que c'est Arme Blanche, c'est pas un truc comme ça, qui était derrière, qui faisait de l'humanité, mais qui en réalité était une couverture pour les opérations secrètes de la France visant à diaboliser Bachar el-Assad. Président Badakane, vous êtes en train de... Non, laissez-moi, je donne des faits. Alors que nous parlons d'un sujet assez précis. Il est interdit de faire le procès de la France. Pourquoi c'est interdit? Elle qui donne les leçons aux gens dans le monde entier. Pourquoi on ne fera pas le procès de la France? Compte tenu du temps, non, je donne des faits. Je donne des faits. Dans la sortie du président Macron. Ce qui me gêne, je veux simplement dire que ce qui se passe là n'est pas nouveau. Ça s'inscrit dans une vieille tradition française. Diaboliser des présidents qui dérangent. Jouer à une grande puissance. Alors que les bases de cette puissance, on le sait depuis De Gaulle, sont des bases qui ne sont pas françaises. Ce sont des bases de l'impérialisme, du pillage des pays africains. Mitterrand l'a dit. Mitterrand a dit, sans l'Afrique, la France n'aurait pas d'histoire au XXIe siècle. Badakane qui le dit. Chirac le dit, sans l'Afrique, la France sera déclassée de moins 10 rangs dans son rang mondial. Et Sarkozy vient de le confirmer dernièrement. Pour voir. Ce sont des faits. Donc moi, je suis en train de vous dire, Boko Haram au Cameroun, on a attrapé les soldats français ou non? Lesquels? Ils s'appelaient comment? Mais si, soldats français. C'était réglé diplomatiquement. Le nom d'un soldat? Non, je n'ai pas le nom. Je vous donne des faits. Mais si vous n'avez pas les noms, vous non, je ne sais pas. Personne ne peut nier. Je donne ça. On a attrapé les soldats français. Mais laissez-moi parler. On a attrapé. Oui, c'était une affaire réglée diplomatique. Vous allez me demander les noms des soldats français qu'on a attrapés, des agents secrets français, qu'on a attrapés au Mali, en caleçon. Vous allez me demander les noms. Tout le monde a vu. Non, je n'ai pas le nom. Tout le monde a vu. Cette affaire a été réglée de façon diplomatique. Monsieur, on est venu ici
président Camerounais lui a dit ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. M. Hollande a fermé sa bouche. Il revenait d'une tournée internationale. Il donnait une leçon de démocratie partout. Mais ici, il a fermé sa bouche. Donc, il y a un ensemble de faits. Lorsque M. Hollande vient d'écrire un livre, François Hollande, il vient d'écrire un livre, il reconnaît que la France a armé les djihadistes en Syrie. Il reconnaît. Moi, je le dis, nous le disons, les panafricanistes, depuis bientôt 10 ans. Il a reconnu. Mais qu'est-ce qui se passe quand le projet François Hollande a reconnu? Oui, allez lire son livre. Dans quel livre? Enfin, on n'a pas eu l'occasion de lire. Mais si vous pouvez, si vous pouvez nous proposer, si vous pouvez nous proposer des bonnes feuilles, ce serait intéressant. Il a écrit le livre. Il reconnaît que la France a armé. Le temps, ça même, en attendant que nous confirmions, en lisant le livre nous-mêmes, nous allons proposer des bonnes feuilles aux téléspectateurs parce que c'est une affirmation grave. Mais je l'assume. Tout à l'heure, j'ai trouvé le nom du livre. Il y a même 2 livres à propos. Avant ça, M. Hollande qui a dit qu'il était en fonction, qu'il y a des terroristes modérés et des terroristes extrémistes. C'est pas moi qui l'a dit. Il a dit qu'il était encore en fonction. Donc, c'est pas je n'invente rien. Alors, je crois que l'ouvrage, M. Hollande. Les leçons du Non, très bien. Si vous n'avez pas, on ne croit pas. Mais on n'entre pas dans les détails. On ne croit pas. Soit on a le nom de l'ouvrage, soit on a le nom de l'ouvrage, soit on l'a pas. Je donne l'ouvrage. Si, c'est ça. Non. C'est ça. Mais c'est quelle page? C'est ça. Non, c'est quelle page? C'est ça. Voilà le nom du livre. Je vous invite à aller le lire. Le dernier livre qu'il a publié. Questionnons la sortie de Macron président. Je vais y arriver. Lorsque le projet échoue en Syrie, qu'est-ce qui se passe? La France sous-traite les assassinats des djihadistes français à l'armée irakienne. On l'a attrapé. Elle sous-traite ça. Donc, vous dites que c'est une tradition de monter des choses comme ça. Vous parlez de cette sortie. Alors, à qui veut-on faire croire que Calabro, Calabri, ce que vous voulez, peut se mettre devant peut arriver comme ça, devant le président de la France? Ce n'est pas le président de la France. Et vous admettez donc que la fonction est descendue très très basse. C'est quand même la France, sinon c'est vous qui aimez la France. Et vous avez le droit de le faire. Alors, c'était quand même un salon ouvert au grand public. Non, mais un salon, et puis, mais c'était quand même un salon ouvert au grand public. Oui, Thierry, mais il y avait un vrai Français là. Il y avait un vrai Français là. Donc pour vous, c'était... Il y avait un vrai Français qui voulait parler au président français. Il a été massacré par les forces de sécurité, vous le savez. Ancien Légion. Oui, M. Douai. Mais Banakani, reconnaissons au moins que c'est une tradition qu'on interpelle. Non, pas comme ça. Français, on n'interpelle jamais un président comme ça. Jamais un président français. Donc pour vous, c'était une mise en scène. Vous savez, non, même si c'est Sarkozy. Monsieur Banakani, pour vous, cette sortie était une mise en scène. Il faut fermer les yeux pour ne pas voir que c'était une mise en scène. C'était organisé. La France a démontré au monde entier qu'elle parraine la base, qu'elle les encadre. Et moi, je l'ai dit depuis très longtemps. Vous n'allez pas m'expliquer comment un président peut recevoir, n'est-ce pas, de cette façon, pour parler des sujets diplomatiques. C'est quand même grave. Sauf que M. Macron est devenu fou. Ce n'est pas fou. Un président ne parle pas de sujets diplomatiques dans la rue, dans un salon de l'agriculture, dans une foire. On sait ce que ça veut dire. On peut vous ça le ne s'est jamais fait. Mais qu'est-ce qui, dans les propos de M. Abdoulaye Thiam, vous dérange? Non, tout ce qu'il a dit, je ne vais pas commenter ça. Le Cameroun, c'est un pays génocidaire, 12 000 morts, c'est du n'importe quoi. Alors que ça vient de ce que vous appelez activité de la place, je ne m'intéresse pas à M. Calabra. Je m'intéresse à M. Macron. Calibri, Calabro. Bon, je de l'appel. On doit informer le public. Calibri, Calibro. Bon, acceptez que j'ai de l'appel. Oui, peut-être ça, il peut le tenir facilement, mais Calabro, c'est compliqué pour moi. Bon, Abdoulaye Thiam. Donc, je suis en train de dire donc que tout ça a été organisé. Et faites le lien avec le traitement que le président camerounais reçoit quand il est en visite à France. Que le président camerounais les opposants, on se le comprend. Es-tu le seul président africain qui a des opposants? Le président Ouattara n'a pas les opposants en France. Ils sont nombreux en France. Là, je sais de quoi je parle. Quand le président Ouattara arrive en France, vous voyez même une mouche voler quand il est là. Pourquoi? Parce que les règles sont respectées. Mais quand c'est le président Biya, la France informe ses amis, le groupe qu'elle a fabriqué, n'est-ce pas, pour des besoins de la cause. Et tout le monde voit comment président Banakani. C'est le même accord. La Suisse n'est pas la France. Si, les réseaux circulent. Monsieur Bolloré les tentacules jusqu'en Suisse. Nous savons de quoi nous parlons. Banakani. Oui. Avec votre regard froid, cette sortie de piste de M. Macron et la réaction un peu mièvre du gouvernement de la République, comment vous comprenez cette attitude? L'opinion s'attendait à ce qu'il y ait, par exemple, la convocation de l'ambassadeur du Cameroun, je rappelle de notre ambassadeur sur le territoire français au Cameroun, et même la convocation de l'ambassadeur de France au palais de l'Unité. On ne l'a pas vu.
Et comment comprenez-vous cette attitude, ce silence au sommet de l'État? En dehors, je précise, en dehors des 2 correspondances du secrétariat général de la présidence et du MINCOM. Mais c'était des sorties quand même molles. Ce n'est pas du silence. Il y a des correspondances. Non, ce sont des sorties molles. Que l'opinion nationale... C'est des sorties mièvres. Par rapport à l'affront, vous voyez que ça ne fait pas le poids. Je peux parler? Allez-y. Merci. Comme vous, je suis surpris. Mais pas surpris. Je vous ai dit que j'étais content dans une certaine mesure parce que le voile de l'hypocrisie devait être élevé. Cette hypocrisie qui fait dire au Camerounais tous les jours qu'on a de très bonnes relations avec la France, c'est un pays ami, la France va nous amener au ciel, tous ses consorts, elle va nous amener au paradis. Ça ne marche pas. La réalité est là. M. Macron vous a rappelé la réalité de nos rapports, qui sont des rapports de guerre. J'assume mes propos de guerre. Depuis l'histoire, quand les Français ont massacré les patriotes camerounais, c'est en centaines de milliers de chiffres, vous le savez, M. Dipou, massacrer les patriotes camerounais. Le président l'a reconnu. Non, il a dit qu'un pays basta. On devait déclassifier les archives. Il a voulu d'abord tribaliser l'affaire. Jusqu'aujourd'hui, aucune archive n'a été déclassifiée. Si, ça a été déclassifié. Ouais. Moi, je n'ai pas encore. En tout cas, nous avons reçu un communiqué de l'ambassade de France. Je ne veux pas le communiquer, je veux voir. Non. D'abord, ça a fini. S'il vous plaît, Mbazakani, qui a annoncé que ça a été déclassifié. C'est au Cameroun bien sûr, de demander maintenant à avoir accès à ces archives, aux historiens. C'est une annonce après combien d'années? C'est déjà ça. Alors, donc, c'est une tradition de guerre. Après la guerre physique sauvage qui s'est abattue sur les patriotes camerounais par la France, la guerre a continué sur le plan géopolitique et géoéconomique avec les accords secrets de coopération signés en 57 avant l'indépendance. C'est-à-dire la France signe avec elle-même les accords secrets de coopération, elle impose à M. Ahidjo, d'abord qui était de son creux. Pour rester poli, c'est l'ancien président. Mais Badakani, une relance, avec ta permission, une relance. Oui. Est-ce que l'attitude de Macron ne dénote pas une certaine colère par rapport à une frustration subie par la France? Justement, allons-y. C'était pour vous relancer sur... Je vais d'abord vous dire pourquoi. Moi aussi, comme vous, je ne comprends pas la réaction du gouvernement. Il faut le dire. Mais je comprends aussi. Parce que la France a des agents au Cameroun. Dans la société civile, dans le milieu des affaires, dans le milieu religieux, au sein de l'État, elle a des agents. Jusqu'à la présidence des Camerounais, c'est ça que vous voulez dire? Mais bien sûr. Ils sont Camerounais, oui. Mais ils préfèrent la France à leur pays. Alors, ces agents-là causent des problèmes au niveau de la cohérence du gouvernement, au niveau de la cohérence de l'action présidentielle et du gouvernement pour aborder de pareilles crises. Donc, ça peut expliquer les 2 correspondances. Avez-vous des preuves de vos allégations? Bon, dites-moi pourquoi il y a 2 correspondances sur le même dossier. Vous voulez les preuves? Dites-moi. 2 correspondances. Vous êtes là pour nous expliquer. Mais je vous donne, voilà la preuve que vous êtes. N'allons pas chercher loin. Vous avez 2 correspondances. Une du ministre du MICOM, qui s'est attardé sur M. Kolabra Kanabou, je ne sais pas pourquoi. Abdoulaye et le secrétaire général de la présidence, qui vient remettre un peu de l'ordre en incriminant, en indexant celui qui faut indexer M. Macron. C'est cela que voilà la preuve. Vous avez l'impression... Non, je voulais savoir si nous sommes responsables. Est-ce que vous avez l'impression dans le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République que Emmanuel Macron était incriminé? Si, lui au moins, on a parlé de ses propos dans ce communiqué. Vous n'allez pas nier ça. Est-ce que cette réaction était à la hauteur? On a rappelé que le Cameroun ne reçoit de leçons de personne. Fût-ce venant d'un pays, entre guillemets, ami. Président Badakani, dans l'autre sortie, il n'y avait pas tout ça. Est-ce que cette réaction du secrétariat général à la présidence était à la dimension de l'affront? De mon point de vue, non. Voilà. Mais du point de vue de l'histoire. C'est ça la question. Non, de mon point de vue, non. Moi, je ne suis pas ministre. Mais nous sommes habitués au Cameroun à la diplomatie de couloir. Je n'ai pas les Peut-être que la diplomatie de couloir est en action. Je n'ai pas les contraintes du gouvernement de l'État camerounais. Je peux comprendre ça bien. Je ne vais pas fuser l'État du Cameroun. Parce que la tradition de la France, qui se manifeste dans toute l'Afrique, où on coupe les têtes tous les jours, où on massacre des présidents qui ne sont pas d'accord, peut amener le gouvernement camerounais à de la prudence, à de la froideur. Je peux le comprendre. Ça ne me gêne pas. Mais je dis que mon plaisir, c'est quoi? C'est que nous sommes devant la réalité de nos rapports avec la France. Et il faudra aborder ça. La France l'a fait avec l'Allemagne. Ça peut empêcher qu'après, ils se donnent la main pour construire l'Europe. Mais président, écoutez, quand on pose sur la table, monsieur Thierry, quand on pose sur la table la question des vrais rapports avec la France, on dit non, tu es anti-français. Tu es la France. Et c'est les Camerounais qui vous le disent, c'est les Africains qui vous le disent. Voilà. On ne sait pas combien ils gagnent à la fin du mois en disant ça. Alors que la France, avec l'Allemagne, on fait une guerre. De Gaulle a dit, je n'accepte pas ce que Pétain a fait avec Hitler. Je refuse que la France soit abaissée. Il est venu en Afrique, il avait à peine de quoi manger.
nous l'avons habillé, nous avons donné de l'argent, nous avons financé les hommes, n'est-ce pas, pour aller libérer la France. Et en retour, la France nous a imposé le système nazi qu'elle a combattu avec les armes. Je dis donc ceci. Mais dénoncer ces choses, je termine. Dénoncer ces choses, ce n'est pas être anti-français. C'est mettre sur la table la vérité des rapports qui sont caducs, qui n'aident ni la France ni le Cameroun. On peut vous comprendre, mais quand on questionne justement la sortie du président Macron, alors il a dit qu'il a mis la pression pour la libération du professeur Maurice Kamto. Si tel n'avait pas été le cas, il ne recevrait pas le président Biya. Quelques 2 jours à Lyon justement, et le 5 octobre, le président Maurice Kamto, 2019, a été libéré. Le 7, le président s'envolait justement, et quelques jours plus tard, le 10, il était reçu à Lyon. On a beau crier à Rose-sur-le-Boudin, les faits sont têtus et les faits nous démontrent effectivement que quelque part, Macron, le président français Macron a eu à exercer des pressions. Peut-être sa sortie a quelque peu été peu diplomatique, dénoncée, nous l'avons tous dénoncé, mais quand on questionne les fonds, on se rend quand même compte qu'il y a une bonne part de vérité à l'intérieur. Vous voulez qu'on questionne le fond? Tout ce que Macron dit est vrai. Lisez l'histoire de la part de la France. Le président français a l'habitude de mentir sur l'Afrique. Mais il n'y a pas de démenti. Sorti de manière spécifique. Mais sur ce cas spécifique, sur le cas de Bandakani, c'est quoi le mensonge? Sur le cas de Maurice Kamto, je vais démontrer. Sur le cas de Maurice Kamto, on n'a pas encore enregistré de démenti. Pourquoi voulez-vous qu'on démente? Le président Biya peut décider de ne pas démentir. C'est une façon de faire la diplomatie. Il peut décider de ne pas descendre au niveau de ce monsieur Macron qui fait la diplomatie de la rue. Donc, il peut choisir de ne pas démentir. C'est un style auquel le président nous a habitués. Donc, ça laisse quand même les Camerounais perplexes. Hein? Ça laisse les Camerounais perplexes. Moi aussi, je suis perplexe, mais c'est le style du président. Il peut choisir, il a le droit. Il a le droit, lui qui a le magistère de la diplomatie camerounaise, lui qui a les éléments qu'aucun de vous ici n'a sur les questions, peut décider de garder le silence pour l'intérêt supérieur de l'État, mais pour démontrer, pour ramener M. Macron, n'est-ce pas, à la normalité dans son comportement diplomatique. Et faire le mort pour laisser passer l'orage. Si vous appelez ça orage. Moi, c'est quoi je veux dire. Je vois plutôt, n'est-ce pas, un déshabillement de relations avec la France. Que les Camerounais, une grande partie des Camerounais, voulaient nier à cause de leur combine qu'ils font avec la France la nuit, à cause de leur allégeance au réseau français, qui n'aide pas l'Afrique. Pour revenir à la véracité de ce que M. Macron a dit, mais soyons simples, prenons des faits. D'abord, M. Kamto, le président Kamto, pour le dire, a fait 9 mois en prison. Où étaient les pressions? 9 mois. Ce n'est pas 2 jours. Vous voyez qu'il était là-bas dans un salon de coiffure, ou bien il buvait du petit lait tous les jours. Il a fait 9 mois. Bon, c'est vrai, il était bien entretenu, mais la prison, ce n'est pas un salon d'été. 9 mois. Ils ont fait non, 9 mois. Ça fait 9 mois. Je donne les faits. 9 mois. Alors, si on fait pression pour 9 mois et que les gens prennent au sérieux les propos d'un type comme Macron qui radote et ragote sur cette affaire, c'est leur problème. Deuxièmement, mais président, ce que vous deuxièmement, le président Macron a été élu pour défendre les intérêts des Français. Et nous, le professeur Maurice Kamto, le président Biya a été élu pour faire quoi? N'étant pas un Français, ne pouvait pas s'intéresser, ne pouvait pas gérer le dossier du MRC comme s'il gérait le dossier d'un Français. On peut comprendre donc la durée de cette détention. Non, c'est une petite pression. Si on est une puissance, comme la France se vante d'être une grande puissance, il a écouté le ton. J'ai mis la pression. Ça veut dire quelque chose. Le ton et le style, ça veut dire quelque chose. Vous allez voir des sémanticiens, ils vont vous démontrer ce que signifie un tel ton. Donc j'ai mis la pression. Tu mets la pression pendant 9 mois, ça veut dire que ce n'est plus la pression. Quand on met la pression, quand on est une puissance, ça ne dure pas 9 mois. Ouais. Ça ne dure pas 9 mois. Deuxièmement, il n'a pas dit qu'il a mis la pression. Mais ne l'aidez pas, M. Torino. Il a dit j'ai mis la pression, ne l'aidez pas. Lorsqu'un président descend dans la rue, parce qu'il n'a pas la dimension de la France, on ne l'aidait pas. Tout le monde a vu. Donc, deuxièmement, la loi donne au président camerounais le pouvoir d'arrêter les poursuites. Vous le savez? Bien sûr. Ça a été voté sous la pression de qui? Cette loi qui a été actionnée. Ça a été voté sous la pression de qui? De M. Macron? Non. Ah bien alors, arrêtez ça. Donc, ne donnez pas la valeur à ce que dit le président français, puisque vous l'appelez président français. Il ne veut pas se comporter comme tel. Il ne veut pas de la valeur. Il peut mentir d'ailleurs. Même interview, il a menti sur le Zaïre, la RDC. Il dit qu'on a fait la pression, tu sais qu'il a gagné. Or, le candidat de la France, c'était Fayoulou. Monsieur Le Drian l'a dit. Bon, vous voyez, s'il peut mentir sur ça, il peut mentir toute sa vie. Alors, mais venons donc au rendez-vous de Lyon, parce que le président Macron affirme que s'il n'y a pas de libération de Maurice Kamto, on ne peut pas se rencontrer à Lyon. Justement, le président les deux présidents se rencontrent à Lyon. Paul Biya lui-même le dit,
au micro de Canal 2 International et de Vision 4 et de la CRTV, après l'audience de tête-à-tête avec Macron, il indique qu'il a fait un compte rendu de la tenue du grand dialogue au président Macron. Est-ce que en allant présenter un compte rendu à un président de République comme vous ne vous mettez pas vous-même en dessous? Justement, en analysant, je vous réponds. Vous fouillez dans les poubelles du président. Non. Bon, c'est le président qui l'a dit. Mettez-moi l'expression. C'est le président qui l'a dit. Permettez-moi l'expression. C'est une façon de parler. Vous êtes des grands journalistes et c'est pas moi qui le président ne ramène pas la poubelle dans les interviews. Alors, je réponds. C'est pas la première fois que le président glisse sur ces mots. Le président a assimilé Boko Haram à la rébellion épéciste. Est-ce que le président ne convoque pas tous les jours l'UPC dans ses discours, les héros camerounais dans ses discours? C'était un lapsus selon vous, c'est ça? Vous avez tout compris. je vais non, parce qu'il ne faut pas que les gens choisissent ce qui les arrange. Moi, je dis, c'est pas vous pensez que le président avait menti, il n'a pas fait de compte rendu? J'arrive. Non, il a dit, personne ne va nier, tout le monde a vu. Le président l'a dit. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'a pas fait de compte rendu? Non, parce que c'est un lapsus. Je n'entre pas dans ce. Si c'est un lapsus, président Bandakani, si c'est un lapsus, ça veut dire qu'il n'a pas fait de compte rendu. Ben, écoutez, je n'entre pas dans ça parce que j'étais pas à Lyon. Comprenez? Je dis ce que je sais. Je dis que ce n'est pas la première fois que le président glisse sur ce mot. Il a assimilé la rébellion, Boko Haram a rébellion épéciste. Le président ne le pensait pas, ça arrivé. Le même président, vous dites que... Non, il n'avait pas assimilé. Écoutez, le même président a dit... Il n'avait pas assimilé, s'il vous plaît. Le président de la République avait dit, au retour d'un voyage, je crois, aux États-Unis, nous sommes allés à bout du maquis. Nous avons combattu les villes mortes dans les années 90. Ce n'est pas le Boko Haram qui va nous dépasser. Je paraphrase et je cite de mémoire. Bon, je ne sais pas si c'est ça, assimilé. Le maquis était animé par ceux qui sont devenus héros nationaux. Et ils ont été faits héros nationaux sous le régime du président Biya. Donc, je ne me contredis pas quand je dis ça. Vous avez respecté la forme. Moi, je dis ce qui... L'opinion avait pris ça comme ça à l'époque. Il y a eu des réactions partout par rapport à ça. Non, c'est notre devoir de... Tout à fait, non, je comprends. Alors, le même président a dit, c'est le meilleur élève de François Mitterrand. Ça fait le tour du monde. Mais le même de la France. Oui, de la France. Le meilleur élève de la France. Oui, de la France. De la France. De la France, tout à fait. Merci de le préciser. Ça fait le tour du monde. Les ennemis du président l'ont récupéré pour l'embêter. Mais c'est le même président qui a dit, le Cameroun est la chasse gardée de personne. C'est le même président qui a dit devant François Hollande, ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Donc il faut savoir faire, à un moment donné, des équilibres nécessaires. Et qui a aussi dit la Chine ne prend pas ce qui est... Mais voilà, donc il y a toutes ces phrases-là qui, comme en parallèle, on voit quand même que non, on peut comprendre que le président, ça arrive à tous les présidents. D'ailleurs, le brillant Macron, c'est encore plus grave quand on a un donneur de leçons permanentes pour un pays comme la France, qui donne des leçons matin, midi, soir, et qui veut civiliser les pays africains. Le président, non, le président camerounais. Le président camerounais, Thierry, je termine, vous en prie. Le président camerounais, il ne se mêle pas des affaires qui ne le regardent pas. Il ne se mêle pas des affaires des autres pays. On parle de mes patries. Non, on le lui reproche. Mais de quoi? Mes patries. La France n'est pas ma mère patrie, monsieur. Ah, d'accord. On a vu le président Bandakani, on a vu la France n'est pas la mère patrie du Cameroun. Bandakani, on a vu le président Biya au moment de la transition, enfin, au moment du changement à la tête de l'État au Gabon. On l'a bien vu. Il a été mêlé. Vous avez entendu un Gabonais dire qu'il se mêle? Non, attention. On l'a bien vu. Le président ne se mêle pas, non. Si, mais il ne s'est pas mêlé. Vous avez vu quel Gabonais se plaindre de l'ingérence du président Biya dans l'affaire gabonaise? Aucun. Je ne parle même pas des officiels, même pas un Gabonais qui n'est même pas au gouvernement. Donc, quand on s'ingère, on connaît. Mais on a vu les Camerounais se plaindre de l'indifférence du président Biya. Maintenant, vous appelez ça pour les questions de l'Afrique. Non, la participation au sommet les présidents africains voulaient ce qui n'est pas indifférent. Puisqu'ils nous demandent des conseils en tant que sage. Kagame l'a dit. Macky Sall l'a dit. D'autres ne le disaient pas. Mais c'est un sage. Mais attendez. Il s'intéresse. Mais il sait bien faire la différence entre la coopération, le respect des partenaires des pays. Parce que selon l'ONU, tous les pays se valent. Le royaume de Tonga vaut les Américains, d'après l'ONU. Donc il sait faire la part des choses. Il fait le sage. Et d'ailleurs, pourquoi il ne va plus au sommet de l'Union africaine? On connaît pourquoi. Pourquoi? Parce que certains présidents africains n'ont pas été corrects envers le Cameroun lors de certaines affaires importantes. La dévaluation de 1994. Bandakani, avec ta permission, si il est établi que le président Biya utilise beaucoup de tact, beaucoup de sagesse dans les couloirs diplomatiques, tout à fait. Mais les gens s'étonnent. Les Camerounais se posent la question de savoir pourquoi maintenant la relation avec la France semble particulièrement tendue. Oui, mais parce que le Cameroun est dans une dynamique d'émancipation. Vous croyez qu'on va liquider ce que les Français ont fait ici en 60, de 56 à 70 comme ça?
Quels sont les enjeux géopolitiques de cette affaire? Les gros enjeux sont là. Le président n'a pas renouvelé les accords secrets de coopération. Vous ne le savez pas, tout le monde le sait aujourd'hui. C'est ce qui peut justifier l'île de M. Macron? Tous les présidents français successifs, depuis Sarkozy, même depuis Chirac, voulaient la tête du président. Parce qu'il n'a pas renouvelé les accords. Or, dans tous les pays africains, la France a imposé le renouvellement des accords. Le président Ouattara, c'est son travail. Vous connaissez les bonnes relations avec la France. Il est allé même très loin. Il a pratiquement donné la Côte d'Ivoire à la France et aux chocolatiers internationaux. Et le port autonome de Douala qui échappe à Bolloré. Les faits sont là. Ne dites pas non. Le dossier ivoirien, il sait ce que c'est. Les faits sont là. Allez voir la Côte d'Ivoire. Allez voir aujourd'hui à qui appartient la Côte d'Ivoire. Aux Ivoiriens. Je ne vais pas créer un incident diplomatique. Aux Ivoiriens. Nous parlons du Cameroun. Dans votre logique, le port autonome qui échappe à Bolloré. Je suis un panafricaniste. Oui. Vous le savez. Nous, les panafricanistes, on n'a pas ce genre de considération. On peut comprendre. Oui. Donc, je suis en train de dire, mais je verrai ce qu'il n'y a pas d'incident diplomatique. Rassurez-vous. Je suis en train de dire ceci. Le président Biya n'a pas signé les accords de coopération. Il ne les a pas renouvelés. C'est une exigence de la France. Il n'a pas renouvelé. Mais plus grave, depuis un certain temps, allez voir les chiffres. Les parts des marchés français s'amenuisent de plus en plus au Cameroun. Ce n'est pas de la faute du président. C'est parce que la France n'arrive plus à soutenir le rythme de la compétitivité de l'économie mondiale. Elle n'arrive plus. Comme vous êtes habitué à des marchés fermés, à des monopoles, et qu'il y a la concurrence qui arrive de manière subite, vous n'êtes pas préparé à l'affronter. Vous voulez toujours avoir des cadeaux de l'État. Vous voulez toujours avoir des concessions. Mais c'est là qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il y a des menaces de déstabilisation. Oui, bien sûr. Mais depuis, lorsque le président a refusé de le faire, et maintenant vous savez que votre pays est l'un des pays les plus importants au monde. Et le gouvernement des terres rares, c'est une matière première rare dans le monde. Le Cameroun est le seul pays qui, en 3 régions seulement, cumule tous les types de matières, de terres rares. Alors que dans d'autres pays, on trouve soit 1 ou 2 types par pays. Nous, on a tout ça. 3 régions seulement. La Banque mondiale a caché cette affaire pendant longtemps. Le président, par ses réseaux, a eu l'information. Vous voyez, quand on dit matières, ce sont des matières de pointe qui sont indispensables à l'économie de pointe. Donc, votre pays est au cœur de la dernière frontière de la croissance mondiale, le Golfe de Guinée. Le Cameroun, c'est un scandale géologique. Maintenant, le coltan découvert là-bas, dans les régions du Nord-Ouest, c'était beaucoup de choses. Et ce n'est pas nouveau. La Libye est détruite pour ça. La Côte d'Ivoire, c'est ça. La Centrafrique, c'est ça. Le Mali, c'est ça. Scandale géologique. L'eau, le soleil, les grands enjeux de demain sur le plan écologique. Le Mali, tout le Sahel, la bande du Sahel. C'est ça. On brûle ces pays pour ça. Et la France est dans les coups. Et dans les coups, quand nous avons dit ici que ce que vous appelez crise anglophone, c'est un montage des Américains et des Français. On m'a quitté tout le nom d'oiseau. Chacun voit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand la France fait de la crise anglophone son nouveau fonds de commerce diplomatique, c'est pour faire quoi? Elle aime beaucoup les anglophones. Vous voulez qu'on appelle l'histoire? Cette affaire-là, la France est en partie responsable. Donc vous minimisez, pourquoi? Vous minimisez les revendications. Du rôle qu'elle a joué. Vous minimisez les revendications de nos compatriotes anglophones. Je ne les minimise pas. Mais les revendications ne sont pas supérieures à celles de tous les Ils sont manipulés, c'est ce que vous laissez entendre. Ne portez pas les mots. Leurs revendications ne sont pas supérieures à celles de tous les Camerounais. Et moi, je refuse. Mais ils ont le droit de crier plus fort que les autres. Ils n'ont pas le droit de prendre les armes. Ils ont le droit de crier plus fort que les autres. C'est de ça que je parle. Mais ça veut dire qu'ils ne crient pas qu'ils n'ont pas de revendications. Oui, mais ils ont le droit de crier. Vous voulez conseiller à d'autres Camerounais de prendre les armes, d'aller tisser des alliances. Je vous demande s'ils ont le droit de crier. Le mal-être. Le Cameroun a le droit de crier. Oui, ils ont le droit de crier. Oui, ils ont le droit. Le Cameroun a le droit de crier. Qu'on s'entende bien. Je parle anglophone, je connais les frustrations de nos compatriotes qui sont là-bas. Mais ce qu'on en a fait, c'est que je n'accepte pas. Quand on prend les armes contre son pays, quand on massacre mes militaires, la vaillante armée du Cameroun, cette grande armée que je défendrai même au prix de mon sang, l'armée du Cameroun, quand on veut la diaboliser, quand on veut la détruire. Mais cette armée n'est pas indemne de tout reproche, Balakani. Non, on est indemne de reproche. L'armée française est un homme de reproche. La France est un modèle pour vous en ce moment. L'armée française est un homme de reproche. Non, c'est votre repère en ce moment. Non, mais ceux qui donnent les leçons. Tout ce que vous avez dit sur la France depuis le début de l'émission. Mais ceux qui donnent les leçons, avec leur force ONG. Ne nous préparez pas à la citer comme exemple. Non, je ne peux pas citer la France pour le faire. Si vous estimez que là. Je dis ceci. Que la France, l'armée française aussi. Non, nous sommes dans un jeu des exactions. Non, je peux me le toiler. Mais oui, vous pouvez, entre-temps, nous accueillons Monique Naossi-Fosso bien installée. Nous allons reprendre le fil de cette dorsale juste après le passage de Monique Naossi-Fosso sur notre plateau. Je l'indiquais à l'entame de ce programme. Elle va revisiter votre jardin secret et c'est ce soir dans mes préférences. Je vous en prie.
Monique Narcy, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Bienvenue dans cette arène. Merci. Vous avez le gouvernail pour 6 minutes. Alors, André Banakani, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous propose cet extrait avant d'entrer dans le vif du sujet, avec la collaboration de la réalisation. Alors vous vous souvenez, c'était samedi 25 janvier, à l'occasion du lancement de la campagne électorale pour le compte des municipales à Douala, la deuxième. Et ça avait tout l'air d'une campagne d'évangélisation organisée par un mouvement pentecôtiste. Et d'aucuns vous ont attribué des fonctions de pasteur. Que leur répondez-vous aujourd'hui, Bandakani? Je suis tout le temps victime de calomnie. Être pasteur, c'est vous calomnier? Non, il ne faut pas m'attribuer. Il y a des gens qui sont pasteurs, ils peuvent se fâcher que je vole un titre que je ne mérite pas. Parce que vous savez, il y a tout un parcours, une initiative pour être pasteur. Et c'est consacré. Si vous vous attribuez ce titre-là, vous vous portez plainte. Donc, moi, alors allez demander à ceux qui m'attribuent le titre de pasteur de vous dire là où ils ont appris que j'étais pasteur. Vous êtes chrétien tout de même? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mon maître, c'est Jésus-Christ sur le plan spirituel. D'accord. Ça ne fait pas de moi un chrétien forcément, parce que chrétien, c'est une religion. Ok. Alors, si le votre Christ maître... n'a créé aucune religion. Si votre maître spirituel... Ben bon, j'assume ça. Si votre maître spirituel, voilà, c'est un chrétien, vous savez... Non, je dis qu'il n'est pas chrétien. Vous avez dit, votre maître spirituel, c'est un chrétien. Jésus-Christ n'est pas chrétien. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit votre maître spirituel, c'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça voit avec le tien? Écoutez, le chrétien, c'est l'église de Christ. Le dérivé de chrétien, Jésus-Christ. Vous avez lu la Bible, madame? Bien sûr. Dites-moi le passage où Jésus-Christ a dit le mot que j'ai créé la religion chrétienne. C'est écrit dans la Bible. Non, mais le christianisme, c'est une création des hommes. Non. C'est une dérivation. Mais voilà. On est d'accord là maintenant. Donc, vous voyez, donc, il faut faire attention. Nous parlons français, hein? Je suis d'accord, faites attention. Ok. Parce que, de manière vulgaire, on nous appelle chrétiens quand on parle de Jésus, mais de manière sérieuse, il faut faire attention. Jésus n'a créé aucune religion. Il est venu montrer une voie, un art de vivre, un rapport à son frère, à sa sœur, et un rapport à son père qu'il appelle Dieu. C'est ça ma foi en Jésus-Christ. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Donc ceux qui font les campagnes, écoutez, ceux qui font les campagnes contre le président Banakani, pour faire de lui un pentecôtiste, je n'ai rien contre les pentecôtistes, ils ont leur dignité, ils ont leur grandeur, ils ont leurs défauts. Ceux qui le font ne sont pas des gens sérieux, parce qu'ils m'attribuent ce que je ne suis pas. Ok, on va avancer. Alors, si Jésus-Christ est votre maître spirituel... Oui, ça, j'assume ça. D'accord. Chrétien, à l'image du Christ, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Mais vous évoluez dans une arène... Comme vous voulez m'appeler chrétien, je n'ai pas honte de ça. D'accord. Alors, vous êtes un homme politique, et tel que la politique est pratiquée dans notre environnement, c'est peut-être le cas dans un autre environnement, ce sont des coups en dessous de la ceinture, c'est une mare à caillement. Comment comptez-vous rester chrétien dans cet univers où la politique semble être sans éthique? Vous avez lu la Bible? C'est mon livre de chevet. Voilà, vous savez bien que la Bible n'est pas contre la politique, au contraire. Le plus grand politicien, c'est Dieu. C'est lui qui crée les politiciens. Bon, d'accord. Maintenant, si les hommes choisissent de se détourner des voies du Père pour suivre les voies d'un nouveau Père qui est Satan, c'est leur responsabilité. Moi, je ne suis pas cette voie-là. C'est pour ça que nous sommes originaux sur la scène politique. Nous n'appartenons à aucun réseau national de corruption ou international de corruption comme les autres. Je n'appartiens à aucune secte et je n'y entrerai jamais. Ok. Je dis bien jamais. Écoutez, c'est vous qui me posez des questions, je vous réponds. D'accord. Nous croyons, et c'est au-delà de croire, c'est une conviction que Dieu va impacter la politique. Il impacte la politique. Les valeurs divines sont fondamentales pour faire la politique. Quand on s'en éloigne, eh bien on voit ce qu'on vit dans le monde. Un monde satanisé, un monde où l'abjection est la règle. Mais il faut que les vrais chrétiens s'investissent pour apporter, n'est-ce pas, cette pratique politique, n'est-ce pas, qui devait être la norme et qui a été déclassée, n'est-ce pas, par les puissances maléfiques de ce monde. Mais ces puissances vont tomber. André Bandakani, la démocratie selon Dieu, c'est l'une de vos marques de fabrique. Alors, quelle différence faites-vous avec la démocratie dite avancée, telle qu'elle est pratiquée au Cameroun? Démocratie dite avancée? Oui. Ah, c'est le président qui l'avait dit. D'accord. Ben, elle a avancé d'après le président de la République. Et vous qui le soutenez, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, un soutien ne veut pas dire que je suis biaïste.
Qu'est-ce que vous pensez de la démocratie avancée telle que pratiquée au Cameroun? C'est important de clarifier. Vous savez que on a voulu me tuer dans ce pays, on a dit que je suis homme du RDPC. Ce que ma c'est pas un crime non plus. On a voulu tuer, c'est une façon de parler. Non, il y en a qui en ont fait une démarche de guerre pour détruire le président Mandakani. Vous savez, c'est important de clarifier les choses. Je soutiens le président Biya et je le ferai parce que c'est un grand président. On ne tue pas les militants du RDPC. Je parle de moi. Parce que vous avez dit que j'ai un problème avec le RDPC. Non, je vais faire le parallèle. Parce que c'est le grand parti du Cameroun, pour l'instant. Donc, je n'ai aucun problème avec le RDPC. Alors, il faut le savoir que les Camerounais tous à se suicider, puisque le parti, c'est le parti dominant. Donc, c'est un grand parti au Cameroun. Mais je ne suis pas membre du RDPC. Je n'ai aucune alliance. Je n'ai aucun rapport avec le RDPC. Je dis aucun. On n'a pas d'alliance. Le soutien au président n'a rien à voir avec une alliance. Nous avons l'occasion de le clarifier. Rien à voir avec une alliance. Deux, ça ne fait pas de moi un biaïste. J'aime beaucoup le président Biya, mais je ne suis pas biaïste. Le biaïsme est une marque déposée, créée. Ceux qui l'ont labellisé savent de quoi est-ce qu'ils parlent. Moi, je suis péciste, je ne me cache pas. Mes héros, c'est Wandje, c'est Moumié, c'est Oumyobe, c'est Thomas Sankara, c'est Lumumba. Et quand le président Biya parachèvera son parcours, on l'appellera aussi héros à ce moment-là. Il n'est pas encore entré dans l'histoire, il est là encore, de son vivant. Donc il faut que les choses soient claires. Ceux qui sont en alliance avec le RDPC, vous les connaissez. Une alliance suppose, une alliance, c'est souvent mentionné par un document. Une plateforme. Très bien, merci Rodrigue. Et ça confère des avantages institutionnels, matériels, financiers et stratégiques. Montrez-moi l'alliance qu'il y a entre le LMP et le RDPC. Moi, je suis un petit parti qui n'est pas digne d'être en alliance avec un très grand parti comme le RDPC. Alors, on va feuilleter une autre page de votre jardin. Vous êtes également un acteur cinéaste. On se rappelle des années 90 au Cameroun. Vous avez interprété un rôle dans un film célèbre qui a fait le tour du monde. Le film s'appelait Clando, justement. Non. Alors, dites-nous, dites à nos téléspectateurs, comment vous arrivez dans cet univers cinématographique. Non, ma vie n'a pas été une vie facile, il faut le dire. Je suis fils d'une famille très très pauvre, je n'ai pas honte de ça. C'était pour moi un avantage. Ça m'a bâti. Donc, j'ai dû me battre beaucoup dans la vie. J'ai fait beaucoup de métiers. J'ai été vendeur dans des boutiques, des magasins. J'ai géré des boutiques. J'ai été marqueur dans les usines à bois. Un travail très difficile. J'ai fait du pouce-pouce. J'ai poussé. Ça, je sais. Voilà. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de ça. Je suis très fier de ça. Je n'ai pas honte de le dire. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. On parlait de votre univers cinématographique. Alors j'arrive au cinéma par hasard. Et c'est des souvenirs extraordinaires avec dit pour c'est le feu Punjabé qui me met en contact avec Jean-Marie Thénon. Par aussi l'intermédiaire d'un François-Olivier Jeannetto, avec qui je travaille dans la mise en place des maisons de jeunes et de culture. Aujourd'hui, le PMUC a repris ça maintenant. À regret, je ne sais pas pourquoi le cardinal Toumi, respect pour lui, a donné l'affaire au PMUC. C'était une grande maison de jeunes et de culture. C'était un grand projet d'animation à vue de Douala, d'encadrement des jeunes. Vous faites partie des jeunes qui ont fondé ce mouvement. Vous avez compris. Je fais partie de ceux qui ont bâti la maison des jeunes et de culture, la maison centrale. Je travaille avec Olivier Jeannetto, un Français qui était l'ami de Punjabé. Jean-Marie Thénon veut faire un film, n'est-ce pas, sur les villes mortes, sur les années de revendication. Puis il lui dit, écoute, tu as quelqu'un ici qui est un gisement extraordinaire. Voilà que moi j'entre en contact avec Jean-Marie Thénon et je deviens acteur de cinéma. Alors. Et un peu scénariste aussi. Vous incarnez votre rôle dans ce film. Oui, on voit bien que vous êtes contre la dictature, oui, bien sûr. contre les abus, des droits de l'homme. Je vous vois venir, j'assume. Vous êtes contre le système. Vous êtes contre le système dans le rôle que vous interprétez. J'ai été un anti-biaïste primaire. Je l'assume, je ne le cache pas. C'était à refaire, je le ferai, j'ai pas honte. J'étais jeune, j'avais 19 ans, j'avais 20 ans, 22 ans. Tout le monde était en fond dans ce mouvement de démocratisation. Le temps a passé, j'ai vite compris que l'anti-biaïsme primaire était un piège pour cons dans lequel des lobbies ethno-financiers camerounais nous enfermaient pour négocier la nuit avec le président Biya. Et j'ai dit que plus jamais. Je ne jouerai ce jour. Vous préférez négocier le jour? Non, moi, je ne négocie jamais le jour. Vous négociez le jour, tout le monde vous voit. Alors les gens n'aiment pas négocier le jour, ils négocient la nuit. On va avancer. Alors en 1985-86, vous perdez votre géniteur. Je rappelle, vous êtes né en 1970, donc très jeune. Et vous êtes l'aîné d'une fratrie de 9 enfants. J'en ai dit 10. Vous faites un break sur vos études pour faire du pouce-pouce pendant 3 ou 4 ans, prendre soin de vos cadets. Alors quel lien faites-vous entre cet épisode de votre vie et le leader que vous êtes devenu aujourd'hui? Mon père était un politicien. Il était président de l'association, il était secrétaire général. L'association RDPC du camp Yabassi. Et tous venaient à la maison. Il était un peu comme l'intellectuel de son plan. De l'UNC? Non, RDPC. Mais c'est le mois en 85. Si, c'était RDPC. Il faut le dire. RDPC, c'est mars 85.
UNC et RDPC. Voilà. Parce qu'il a continué. Il a continué. Je me souviens très bien que c'était des trucs. Moi, j'ai à la maison encore dans sa cantine les statuts du RDPC. C'est là où moi j'ai commencé à lire les statuts du RDPC. C'est à la maison. Donc après, il a mené à la maison tous les jours au Cameroun. On ne peut pas lire beaucoup. J'ai hérité ça de lui. Il lisait beaucoup. Donc je lisais. J'écoutais les discussions à la maison quand ses frères et sœurs venaient pour apprendre la politique. C'est comme ça que je me suis familiarisé avec cet univers. Mais rassurez-vous, je n'ai jamais été du RDPC. Ok. Tant mieux. Alors, en 1989, vous avez 19 ans justement, vous intégrez la cellule africaniste, révolutionnaire africaniste, où vous rejoignez Djekam Tchameni, Oui. Anissé Kane. Vous avez 19 ans, vous êtes mineur sur le plan électoral et sur le plan civil. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à votre jeune âge? Qu'est-ce qui a été la braise? Ma vie. Très tôt, j'ai commencé à me demander pourquoi des gens sont riches, d'autres sont pauvres. Et j'ai cru très tôt que bon, l'action politique pouvait aider à corriger ces inégalités. Et en 90? Oui, c'est comme ça que je rencontre, n'est-ce pas, cette cellule révolutionnaire avec Dino Léante, qui est malade. C'est son épouse, monsieur, ce soir, je lui fais un coucou, parce qu'il passe des moments difficiles. Je salue aussi l'aîné, Djekam Tchameni. S'il écoute très bien, Anissé Kane, ce sont pour moi des personnes que j'aimerais toute ma vie. Et là, c'est là où je découvre Cheikh Anta Diop, le panafricanisme, l'afrocentrisme, les mouvements sociaux américains, civiques, tout ça. Je me baigne dans cette culture. Donc, très tôt, j'ai une culture révolutionnaire. Et quels sont les grands souvenirs que vous gardez des années de braise au Cameroun, des années 1990? Ça m'a fait, j'ai contribué à la démocratisation de mon pays. Ça m'a fait ça, j'ai aimé ça. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui à l'époque nous tapaient dessus, quand ils sont aujourd'hui victimes de cela, ils revendiquent ces droits-là. Torturés, emprisonnés? Je ne sais pas s'ils sont torturés, ils sont en prison. Parle de vous en 90. Plusieurs fois. Au moins 6 fois. Pour sortir. Au moins 6 fois, on est venu chez moi fouiller. À l'époque, quand le président Djekam Tchameni est parti en exil, on est venu dire que je suis un grand terroriste. On est venu chez moi à l'époque. On a fouillé toute la maison. Le renversement du régime. Très bien, qui a les armes. J'ai fait la prison au moins 6 fois. Vous avez 20 ans à l'époque. Ces choses-là, oui, bon. Les services physiques, bon, d'autres sont morts. Bon, je ne vais pas parler beaucoup de ça. Alors, pour sortir, André Bandakani, vous êtes marié, père de 2 enfants. 3. Quel idéal de 3 déjà. Ça, bravo, 3. Vous travaillez véritablement. 3. Avoir au moins 100 enfants adoptifs. Ça vous surprend. Oui. Ils sont là, vous pouvez les vérifier. Hein. Alors, je parlais de l'idéal de société que vous voulez pour votre femme et pour vos 3 enfants. Non, l'Afrique doit changer. Je veux que l'Afrique retrouve sa souveraineté. Que l'Afrique joue le rôle qu'elle a joué par le passé dans l'Égypte antique, dans les grands royaumes africains du Moyen-Âge, les grandes antiquités d'Afrique centrale. Qu'on retrouve ce grand rôle, qu'on montre à l'humanité la voie. C'est urgent parce que ceux qui depuis 500 ans aujourd'hui, l'Occident, ont dit qu'ils civilisaient le monde, qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils savaient tout, nous ont conduit dans une impasse extraordinaire, impasse écologique, impasse morale, impasse humaniste, impasse spirituelle et religieuse. Le monde a besoin de l'Afrique. Les Africains doivent s'élever, c'est mon combat. Voilà pourquoi je suis panafricaniste. L'Afrique doit montrer le chemin au monde. Par sa culture, ses vieilles cosmogonies, son vieil humanisme, son économie humaine, non capitaliste, ses valeurs, le respect de l'aîné, toutes ces valeurs, le monde en a besoin aujourd'hui. Le sens de la famille, qu'on détruit en faisant la promotion des LGBT, ces histoires de lesbiennes, gays, homosexuels, toutes ces bêtises que l'Occident veut nous imposer, le monde a besoin de l'Afrique. Voilà pourquoi je suis panafricain. Voilà mon idéal. Je suis content que mon épouse partage ce combat. Merci beaucoup André Bandakani, que j'ai eu du plaisir à rencontrer sur ce plateau en dehors des couvertures de vos campagnes électorales. Vous êtes merveilleuse. Merci. Vous êtes merveilleuse. Merci Monique. Merci Rodrigue. Alors Bandakani, très bientôt. Je ne sais pas si ce nom évoque quelque chose à votre esprit. Rebecca Tickle. Elle a commis un article dans Mediapart Afrique. Oui. Elle vous présente. Ce qu'elle dit de vous, je prends un petit bout. Le discours de Bandakani sur Afrique Média, parce qu'elle vous a suivi notamment sur Afrique Média depuis plusieurs années, est en vérité une subtile préparation, formatage de l'esprit des Camerounais pour la formation d'un bouclier humain autour de Paul Biya. C'est Mme Rebecca Tickle, que j'ai rencontrée d'ailleurs, et qui a honte de se présenter comme étant un agent français. Je l'ai découvert, je lui ai dit d'ailleurs, quand on s'était rencontrés, elle se cache, moi je ne me cache pas. Mes structures représentées sont publiques. Bon, je ne répondrai pas à l'absurde. Mais si je prépare le bouclier humain contre Paul Biya, tous ceux qui veulent le renverser, qui le renversent, j'ai empêché qu'ils le renversent. Au cas où ils le font, ça veut dire que mon action porte plus que la leur.
Non, c'est votre panafricanisme. Non, mais puisqu'il y a des gens qui veulent le rencontrer. Non, j'ai dit que je ne répondais pas là-dessus. C'est-à-dire que cette dame-là, j'ai lu là-dessus, me dit pas, je ne savais même pas que j'étais si important pour faire là, pour qu'on me parle de moi. Me dit pas. Vous êtes important. On ne vous aurait pas invité à l'arène. Je ne savais pas. Je préfère rester petit. Je préfère rester petit, à mon petit niveau là. Mais si on pense que je suis important, elle lui demander pourquoi. Si elle me donne ce pouvoir, vous voulez que je le nie? Mais pourquoi j'aurais honte de défendre mon président? Ben, je ne suis pas le seul à élire le président Biya. Je ne suis pas le seul à l'élire. Je suis une voix parmi combien de milliers de voix? Je suis une voix parmi combien de millions de voix? Et d'ailleurs, écoutez... quel est ce panafricanisme? La question de fond, c'est que vous brandissez le panafricanisme, mais en réalité, c'est de soutien aux chefs d'État africains que certains présentent comme des potentats qu'il s'agit ici. D'abord, madame Tiki ne comprend rien au panafricanisme. Il faut qu'elle se forme. Le panafricanisme n'a pas pour fonction de promouvoir en Afrique la démocratie néocoloniale occidentale. Ce n'est pas son rôle, le panafricanisme. Son rôle est de libérer le continent africain de l'impérialisme. Voilà les fondamentaux du panafricanisme. Ceux qui veulent parmi les chefs d'État africains, je vais y arriver, c'est pour vous relancer. Est-ce que parmi les chefs d'État que vous avez cités au début comme étant oppressés, étant tués, étant chassés, sont arrivés au pouvoir sans le soutien de la France? Est-ce que vous pensez que le président Biya soit arrivé au pouvoir? S'il vous plaît, je vais arriver à la question. N'ayez pas peur, vous allez répondre à la question. Le président Badakani, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le président Biya était arrivé au pouvoir avec le soutien de la France? En ce moment-là, je vais arriver à la question. À ce moment-là, vous libérez la France de qui? Vous libérez à qui de la France? Si la France, un temps soit peu, avait aidé le président Biya à accéder au pouvoir. D'abord, je voudrais rappeler cette chose. D'abord, vous avez tout à l'heure convoqué, je parlais du panafricanisme. J'ai défié le monde entier depuis. Il n'y a pas de dictateur en Afrique. Du moins dans le précaré français. Vous ne pouvez pas être un dictateur dans un État néocolonial où votre monnaie est confisquée par un État qui s'autoproclame garanti sur la base de rien, du faux. J'ai mené ce combat pendant longtemps. Nous avons mené ce combat pendant longtemps. Les intellectuels africains se moquaient de nous. Les hommes politiques camerounais n'en parlaient pas. Bon, comme M. Macron, c'est leur Dieu, il est venu avouer. Il a avalé sa langue. Il a dit une chose, il s'est contredit après. Donc, on a démontré ces choses-là. Il n'y a pas de dictateur dans les néocolonies. Il faut arrêter ça. Ça n'a pas de sens. C'est une contradiction. Parce que l'essentiel dans la néocolonie, c'est dans les mains de la métropole. Quand on parle de métropole, on parle aussi des agences internationales. Vous reviendrez à ma question? Oui, rassurez-vous. Les agences internationales. J'ai rappelé ça plusieurs fois pour dire qu'il ne faut pas répéter les mots parce que l'Occident lance ses poisons. On répète, ça crée des guerres civiles partout. Les pays se déchirent, les gens se déchirent parce qu'on veut chasser un dictateur. Ça, c'est infantiliser les Africains. Notre histoire millénaire nous donne les moyens de réfléchir mieux que ça. Maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, dans un rapport de force où la France tue les présidents qui ne sont pas d'accord avec elle, massacre les patriotes, mais quand elle décime des peuples par la force, par le napalm et la violence militaire, qu'est-ce que vous voulez? Mais elle place des présidents. Mais elle demande à la France pourquoi elle place un président. Ce n'est pas la faute du président, là, c'est la France qui le place, de manière fondamentale. Mais à ce moment... Attendez, je vous réponds. C'est-à-dire la France qui a placé un président, et puis vous soutenez ce président, et peut-être un autre président africain. Nous n'avons pas affirmé que le président a été installé par la France. Rodrigue. Je vous connais très intelligent. Vous savez que les dynamiques ne sont pas figées. L'histoire est une dialectique. Les choses évoluent. Vous me placez demain, je peux me retourner contre vous. D'ailleurs, le même président, on dit que la France a placé en 84 coup d'État. La France a fait quoi? Elle a refusé d'actionner les accords de secret défense. Allez savoir pourquoi. Et c'est depuis ce jour-là, comme le dit Glaser le dit. Glaser, c'est pas... Mais parce que la brave armée camerounaise avait résisté. Non. Il n'y a pas une affaire d'armée. Les accords disaient que si un président de l'intérieur est menacé d'être renversé, la France doit intervenir. Oui, mais ça s'est passé. Le 6 avril, c'était un putsch manqué. L'armée camerounaise avait fait le travail, l'armée régulière. Écoutez, non. Allez savoir pourquoi. Écoutez, le général Semengue et le général Nganso qui sont célébrés aujourd'hui, c'est en partie pour avoir fait face, même si le général dit qu'il est arrivé un peu en retard parce que le général Tato avait mis le dispositif en place. Mais l'armée camerounaise avait résisté. Est-ce qu'il était question à ce moment de faire intervenir les étrangers? Vous convainquez une figure d'autorité militaire pour mettre en difficulté. J'ai du respect pour le général Semengue. C'est un grand Saint-Syrien. Mais quand il appelle les patriotes terroristes,
on ne s'entendra jamais pour ça. Parce que l'armée camerounaise... Ernest Wandje notamment. Voilà, il appelle Oumyobé Wandje, pour lui c'est des terroristes. Non, Wandje. Oui, mais alors, le Wandje. grand camarade Emile est appelé terroriste par Semengue, le général Semengue, alors que le président en a fait des héros nationaux, voté l'Assemblée nationale. 91. Ben, il faut que le général règle, n'est-ce pas, ses contradictions à ce niveau. C'est la lèvre au respect que j'ai pour lui, pour le grand militaire qu'il est. Quand je l'ai dit, je vous dis et je répète, la France, les accords étaient clairs. La France n'a pas respecté les accords, comme elle a fait aussi avec Bakassi. Donc, en tant que Blazer, qui est français, pas Bandakani, il vous dit que dans ce moment-là, le président camerounais a décidé de s'émanciper de la tutelle de la France. Et c'est ce processus qui a abouti à la création du BI, à la non-reconduction des accords, à la diversification des partenariats. Bandakani soutient ça. Président Bandakani, parce que quand un président pose de tels actes, selon vous, un patriote, écoutez, je vais vous dire. Nous sommes d'accord. Je vais vous expliquer. Oui. Pourquoi? On a compris à demi-mot. Non, je vais expliquer. Vous avez compris. Il faut que les gens qui écoutent comprennent. Parce que j'ai trop souffert de cette campagne contre le président Bandakani. Bon, c'est la politique, mais quand j'ai l'occasion, grâce à Rodrigue, de m'expliquer, je veux le faire. Qu'on comprenne bien cette affaire. Quand des patrons ne sont pas au pouvoir, ils doivent soutenir les dynamiques patriotiques. Sinon, ils ne sont plus des patriotes. Alors c'est la raison pour laquelle, le président Biya fait... Quand le président pose des actes patriotiques, est-ce que vous savez que le président a reçu la veuve Oumyobé? Beaucoup de gens ne le savent pas. Il a reçu, peut-être vous le savez, vous êtes informés, il a reçu sans bruit. Il aurait pu prendre les caméras pour le faire voir, il a reçu. Et il lui a dit... Si, la veuve Oumyobé. Quel président? Ah, la veuve. Le président Paul Biya. Le président Paul Biya. Alors le fils de... Il a reçu son fils également. Également. Donc vous voyez, sans caméra, il leur a dit, je continue le combat de votre mari. Alors il n'est pas obligé de le dire. Quand il le dit, moi je crois à ça. Donc pour vous, c'est cette les actes qu'il a portés. Dynamique qui fait en sorte c'est une dynamique. Aujourd'hui, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? L'homme à battre. Non, c'est évident. C'est évident. Nous, les panafricanistes, on a une formule lapidaire. Un lapidaire, je l'accepte. Mais c'est une formule qui est quand même vraie. Quand les Occidentaux sont contre un président, il faut le soutenir même sans réfléchir. Parce que les Occidentaux n'aiment pas les présidents qui travaillent pour leur peuple. C'est écrit dans la charte de l'impérialisme que nous avons rendu public dans le cadre de notre combat. Et les faits démontrent que cette charte est appliquée, c'est-à-dire à la limite manu militari. Donc pour vous, la France abrite dans son territoire des terroristes formatés, préparés pour déstabiliser le Cameroun. Mais elle a son premier coup, la France. Avant Boko Haram, elle a fait quoi en Côte d'Ivoire? Quand des gens arment une rébellion, les Belges au Burkina Faso, armes une rébellion, comme tout le monde a vu, détruisent un pays. Vous avez payé ça, payé à nous. C'est la raison pour laquelle vous présentez inacceptable. Abdoulaye Thiam. Je ne peux pas l'accepter. Vous présentez Thiam. Vous présentez M. Nietzsche et les autres comme étant des terroristes. Moi, je n'ai cité aucun nom ici. J'ai parlé de la basse. Les faits sont établis aujourd'hui. C'est la France qui parraine la basse. Personne ne va le nier. Lorsque M. Macron... Les faits sont établis. Oui, les faits. M. Macron l'a dit. D'ailleurs, il a même dit en plus que lui, maintenant, il va travailler avec la société civile. Si les présidents sont illégitimes, il travaille avec la société civile. N'importe quoi. Non, il a dit qu'il va continuer, que la France va continuer à soutenir il continue quoi? les organisations M. Macron a quelle légitimité pour le dire? Écoutez, M. Niobé, vous voulez qu'on parle maintenant, il faut qu'on en parle. M. Macron a quelle légitimité pour le dire? Il y a démocratie en France? Où Rothschild place le président, M. Macron, c'est l'objet de M. Rothschild. Ils l'ont placé. A dit qu'en France, la démocratie ne sert plus à rien. Mais il a été élu. Je dois dire, il a été élu, placement. Vous êtes élu et 2 mois après, on commence à vous dire de partir. De partir. Regardez son bilan en France aujourd'hui. Bon, pour revenir au Cameroun. Non, ne coupez pas. Puisque M. Fell, il donne des leçons de légitimité aux gens. Est-ce que le président Belou donne des leçons de légitimité quand il est englué dans une crise d'illégion depuis 1 an? Ça aurait été un pays africain, on dormirait encore aussi. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé? Il n'y a pas d'arroseur arrosé. M. Macron n'a aucun droit. Il n'a aucun mérite de parler comme ça à un président africain, aux Africains. Alors, il n'a même pas le mérite moral. Si vous parlez de sa morale, cette maison va exploser ici maintenant. Badakani, on ne parlera pas. Vous ne protégez pas le président camerounais. Bon, pas vous. Vous ne protégez pas le président camerounais. Nous vous interviewons. C'est pas notre rôle. Nous interviewons. C'est pas notre rôle. Vous le faites déjà bien. Alors, vous n'avez pas besoin de soutien. Non, je suis d'accord avec vous. Mais ce que moi je dis, Thierry, écoute-moi. Non, vous savez, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, nous ne pouvons pas accepter que la France continue à s'amuser comme ça avec nous. Alors, nous qui avons libéré la France. Donné à manger au Cameroun. Elle a mangé au Cameroun. Qui continue à appuyer à travers. Oui, Thierry, je vais sauter ici. À travers notamment. À travers notamment. Des programmes de développement. Quel programme de développement? À travers notamment des appuis, des aides. Mais Thierry, malheureusement, continue. La France donne. Oui. Mais Thierry. La France donne. L'aide au développement devenu coopération. Non, mais bon sang. Mais c'est pas vous que je vais dire ça. Vous êtes des savants, vous, ici. Vous êtes journaliste. Moi, je vous dis, le franc CFA, c'était quoi? C'est notre argent qu'on vient nous le donner. Nous, on a nourri de Gaulle. Il faut dire ça aux Africains qui sont jeunes au Camerounais. Il est arrivé ici, il était un rayon.
Nos grands-parents cotisés, on l'a habillé. On a donné de l'argent et les hommes pour libérer la France. La France n'a jamais dit merci. Et ça a continué comme ça. C'est nous qui nourrissons la France. Chirac l'a dit. Sarkozy l'a dit. C'est un fait. C'est un devoir. Les choses. Alors, l'aide publique au développement. Voilà, moi, je dénonce. Moi, je dénonce. C'est mon rôle. Je dénonce. Je dénonce cela. Je n'accepte pas ce rapport d'enfants que la France nous impose. Le rôle paternaliste. Et en le faisant, je suis dans la tradition de l'histoire du Cameroun. Des Mangabel, des Ngosodine. Alors, comme Wandje Moumié, dans la tradition de John Goufoncha et les autres, c'est une tradition camerounaise, ça fait partie du marqueur d'identité camerounais, la résistance, la grandeur. Père Angevin veut le dire dans son livre. Il dit que ce qui caractérisait les esclaves camerounais, ils résistaient toujours. Mais Moumié, Wandje, Robert Mouniobé ne soutenaient pas Idjo. Ils étaient contre la France, mais ne soutenaient pas Idjo. Comment Moumié, Wandje, Mouniobé. Oui, mais on est en 60. On est en 50, on est en 60, on n'est pas en 2007, en 2010, en 2020. Les choses ont évolué. Donc, alors, en 60, Aïdjo ne peut pas recevoir la Mouniobé. Aujourd'hui, le président Biya la reçoit. Les choses ont changé. Les choses ont évolué à cause de la dialectique de l'histoire. C'est un fait. Écoutez, Rodrigue, ne faisons pas les faux procès inutiles. Les Allemands ont fait une guerre avec la France. Ils marchent main dans la main aujourd'hui. Les Anglais ont fait une guerre de 100 ans avec la France. Ils marchent main dans la main. Demain, on marchera main dans la main avec la France. Pourvu que ce rapport change, j'ai le droit de faire la guerre à une politique qui détruit mon peuple. Alors, il y a cette question que je voulais. Il y a cette question. Bon, maintenant, le 6 janvier dernier, le président de la République, au cours de son discours en réponse aux vœux de bon début d'année du corps diplomatique, du doyen, notamment l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, citait la France 2 fois en exemple dans son discours. C'était le 6 janvier 2020. Ben écoutez, alors, oui, pourquoi cette désescalade? Je vous vois venir. Permettez-moi de poser la question. Allez-y, Rodrigue, c'est vous le boss. Alors, il y a le président Paul Biya qui, le 6 janvier, félicite la France, la cite comme exemplaire dans l'accompagnement des droits de l'homme, notamment la santé, puisque le forum de Lyon, c'était pour la santé, la cite comme un exemple de démocratie. Et 2 mois après, il y a le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République qui n'est pas loin d'indiquer que la France n'a pas de leçons à donner au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé entre... Vous direz peut-être qu'il y a la sortie de Macron, mais est-ce que c'est suffisant pour qu'il y ait ce changement de ton? Mais vous avez dit vous-même qu'il a été placé par la France. S'il a été placé par la France... Non, je ne l'ai jamais dit. Je vous demande s'il n'a pas été placé. Je vous demande à vous s'il n'a pas été placé. Excusez-moi, vous ne l'avez pas dit. Mais beaucoup de gens le disent. Je n'affirme jamais sans preuve. Beaucoup de gens le disent. Une certaine opinion qui se couche devant la France justifie son allégeance honteuse à la France en disant que oui, le président Biya, c'est un pion de la France. Mais quel est ce pion quel est le problème avec son patron? Si vous servez bien un patron, il ne vous dérange pas. Il ne vous dérange pas. C'est aussi simple que ça. Mais la France dérange le président Biya. Ça ne va pas. Le président Biya défend l'intérêt de son pays. La France n'a pas la maturité historique. La France n'a pas encore cette capacité à parler avec les Africains. Je vais le dire plusieurs fois. Il faut que la France apprenne à parler avec les Africains. Pas fabriquer des interlocuteurs qui arrange la France, comme on l'a fait en 1945, on crée le franc CFA, où 3 Français sont assis, ils ont créé le franc CFA, ils ont dit que c'est pour la monnaie africaine. Pas comme Macron le fait, en créant un faux conseil consultatif du Conseil africain, il y avait les gens comme les Zizou, qui sont des Français à la peau noire, qui n'aidaient pas la France. Il faut que la France... Patrick Fandio, c'est pas un Cameroun, c'est pas un Africain. Ça ne vaut rien du tout, ça ne vaut rien du tout. Donc, alors, les faits sont là. Si on sait bien, M. Macron, il aurait dit depuis que le franc CFA est mauvais. Ils n'auront pas poussé à dire le contraire, à dire une chose, et 6 mois après, avaler sa langue sur la question. Nous le disons longtemps. Mais ils sont en train de s'émanciper. Ils sont en train de s'émanciper. Ils sont en train de s'émanciper. La preuve. Dites-moi pourquoi M. Macron va signer son histoire d'éco à Abidjan. Pourquoi pas en Afrique centrale? Il y a la résistance ici. Vous ne pouvez pas l'accepter. Il est allé à Abidjan signer le machin là qu'on appelle l'éco. Et le Nigeria a dit cette monnaie-là, c'est pas une monnaie, nous l'acceptons pas. Peut-être parce que du point de vue économique, l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO est plus importante. Nous l'avons dit longtemps avant le Nigeria. Nous sommes heureux que le Nigeria nous ait rejoint sur la question. C'est une grande chose. Mais pourquoi l'éco n'est pas signé en Afrique centrale? Vous pouvez me répondre pourquoi? Le poids économique de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a la résistance? Non, il n'y a pas l'Afrique de l'Ouest. Et l'intégration en Afrique de l'Ouest? C'est un modèle d'intégration. Il n'y a pas d'intégration néocolonie oblige. Vous n'allez pas nier. Vous n'avez pas le nier que l'Afrique de l'Ouest est en avance sur l'Afrique centrale en matière d'intégration. Monsieur Rodrigue. Monsieur Rodrigue. Bandakani, vous voulez que je l'illustre? Non, illustrez. Je l'illustre simplement par la libre circulation. Où?
En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Qui circule. Tous les Africains. Non, allez demander aux gens qui circulent, ils vont vous dire que tout le monde ne circule pas. Des riches peuvent circuler pour aller faire le commerce, pas le petit peuple. Et de deux, mon cher Rodrigue, c'est quoi cette intégration où la France vient bombarder un palais, personne ne parle. Où la France fait ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'intégration. Nous, les panafricanistes, nous parlons. J'arrive. Nous, les panafricanistes, j'arrive. Que l'aide de la France au Cameroun est de 167 je termine. Une seconde, j'arrive. C'est quand même énorme. Les panafricanistes disent panafricanisme sous-régional, régional. Nous ne parlons pas d'intégration régionale. C'est pour la France. Donc, pour revenir à votre question, vous parlez de 100 combien de millions? Vous êtes sérieux? 167 millions de dollars. C'est la France? Elle a pris ça où? Et les gilets jaunes meurent de faim? Les gilets jaunes crient matin, me disent qu'on n'arrive plus à vivre en France. Peut-être pour leur confort. Non. Je vous rappelle. Vous voulez me dire, vous voulez me dire, Thierry, je vous rappelle justement. Tous ceux qui font partie des gilets jaunes ont de l'eau au robinet, ont de l'électricité chaque jour. Vous parlez à leur place. Toutes les personnes qui vivent en France, vous parlez à leur place. Et qui bénéficient de la CAF, la caisse d'allocation familiale, se situe au moins à 1000 €. Et 1000 €, quand on compare quand même 1000 € par rapport au revenu minimal des Camerounais, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que le Français le plus pauvre touche au bas mot 650 000 francs CFA. D'abord, votre comparaison n'est pas raison. Intelligent comme vous êtes, parce qu'il y a ce qu'on appelle le coût de vie. Justement, mais attendez. Deuxième chose. On n'a pas un problème d'eau potable. Non, ne parlez pas. On n'a pas un problème de santé en France. Si, les Français boivent à l'eau du robinet. Il y a plein de calcaires dedans. Bon, laissez-moi parler. Il y a plein de calcaires dedans. Ceux qui ont voyagé le savent. L'eau du robinet est mauvaise, ça sert à autre chose. L'eau est devenue une marchandise en Europe. La bonne eau, on l'achète. Elle coûte cher. Vous le savez. Donc, deuxièmement, ici, vous parlez de la France. Ne parlez pas de la France. Une bouteille de cristalline en France, c'est combien? Je suis jamais allé en France. C'est tant mieux. C'est pas cher. Si, c'est cher. Comparé au prix, ici, c'est cher. C'est cher, non, comparé ici, c'est cher. On nous achète de C'est cher. Vous avez écouté les gilets jaunes. Écoutez, ne parlez pas de la place. Revenons au Cameroun. J'arrive. Les gilets jaunes parlent de l'eau. Ils n'arrivent plus à vivre avec leur salaire. Mais il arrive, écoutez, écoutez-moi. Et les gilets jaunes, c'est la classe moyenne. On ne parle même pas de la classe des précaires, des déclassés sociaux. On ne parle pas de... Ils sont devenus invisibles en France. Tous les chiffres le montrent. La régression sociale en France, depuis 30 ans, est une affaire... C'est-à-dire, c'est très grave en France. C'est pour ça qu'il y a des crises en France. Et qu'elle est au bord de révolution. Voilà pourquoi le système droit monte en France. Pourquoi? Parce que la vie est très dure en France. Et ce monsieur, on le dirige son pays, il donne les leçons au Cameroun. Il n'arrive pas, il est incompétent. Les Français le disent. Ils vont même plus loin. Hein. Vous savez ce qu'a dit? Non, monsieur Ferry est ministre sans France. Il a été ministre sans France. Il a dit, vous voulez me couper maintenant? Non, vous voulez protéger Macron? Le temps. Monsieur Macron a dit, monsieur Ferry a dit de Macron qu'on a mis un gamin à l'Élysée. Il n'a pas tort. Mais je n'ai pas dit les propos de l'autre jour qui parlait dans une radio. Ok, c'est entendu. Bandakani m'interdit de dire ça. Bandakani. Alors qui gère l'affaire de la France et qui ferme sa gueule à ce qui concerne le Cameroun. Bandakani, on va rester poli. Moi, je ne suis pas poli. Bandakani, on va rester poli. Avec les gens qui tuent mon peuple, monsieur Dipou. S'il vous plaît, permettez. Vous voulez que je sois poli? Avec un monsieur qui attaque mon président quand il va en France. Il organise des bandes de... Mais nous ici, nous devons les... La base, c'est monsieur Macron. C'est connu. Il a dit en recevant Calabro, et en parlant avec lui de l'affaire diplomatique. D'accord. Maintenant, personne ne peut dire autrement. D'accord, mais quel procès? Soyons courtois autour de cette table. Bandakani. Maintenant, ils ont avoué qu'ils ont cassé l'ambassade. Monsieur Wantola l'a pratiquement avoué qu'il organisait la manifestation. Et monsieur Macron, sa coquine, a fait des gens comme ça. Bandakani, voilà la question. Bandakani, pour revenir au Cameroun. Oui. Manifestement, la vidéo de Macron vous a fait sortir de vos gants. Non. Manifestement. Vous le savez, je dis, Macron m'a... Permettez que je pose la question, s'il vous plaît. Allez-y. Et donc, beaucoup de Camerounais s'étonnent, ont applaudi plutôt de deux mains. Quelle est la réaction que vous avez vis-à-vis de ces Camerounais qui ont salué la sortie de Macron? Quel Camerounais? Et curieusement. Et on a lu sur les réseaux sociaux beaucoup de réactions qui applaudissent. On connaît à quelle chapelle ils appartiennent. C'est leur droit. Toute l'histoire de l'Afrique. Est-ce que leur chapelle... toute l'histoire de l'Afrique. Est-ce que parce qu'ils appartiennent à une chapelle, ils ont perdu dans la nationalité camerounaise? Alors, mais il s'agit de Camerounais. Oui, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas Camerounais. Comme pour vous dire que tout le monde n'est pas d'accord avec votre posture. Oui, les gens n'étaient pas d'accord avec l'indépendance. Ils disaient qu'on ne peut pas faire une allumette. Et quand on a donné l'indépendance, ils en ont joui. Aïdjo. C'est le nom que vous voulez, il n'était pas le seul. Quand les Africains, depuis l'Égypte antique, il y a toujours les Africains qui ont travaillé contre l'Afrique. Écoutez, ce n'est pas nouveau ça.
Qui était le dernier Premier J'ai dit ministre que c'est pas nouveau, d'Aïdjo? ça. Banda Kani, qui était le dernier Premier ministre d'Aïdjo? C'est le président Biya. Ah, d'accord. Ben, vous voulez me piéger? Non, je vous pose des questions. Ben si, vous, il y a... Qui était le secrétaire il y a général? plein de notes... Oui, le président Biya. Vous voulez continuer tout ce que vous voulez. Directeur de cabinet? Et je vous réponds. C'est le président Biya. Ben alors? Et Aïdjo ne voulait pas de l'indépendance? Tout simplement, c'était après l'indépendance, vous le savez. C'était après l'indépendance. Vous le savez, mon cher Odé, vous faites exprès, vous êtes trop intelligent. Non, mais je vous pose des questions. Non, écoutez, le président Aïdjo, il y a plein de nostalgie d'Aïdjo dans ces pays qui disent que c'était le paradis sur Aïdjo. Eh bien, si c'était le paradis, et je le devais aussi à Paul Biya, qui était un de ses meilleurs collaborateurs chargé des dossiers économiques. Vous le savez. Donc ne dites pas une chose, ne disons pas une chose et son contraire. Ce que je vais dire, c'est quoi? Les Camerounais qui soutiennent Macron, c'est le droit le plus absolu. Ils n'inventent rien. Depuis les indépendances, depuis l'Égypte antique, les Africains ont travaillé contre l'Afrique. Vous savez, Compaoré Kerewi, qui est président du Burkina Faso pendant 22 ans, il réunit ses nationalités pour devenir ivoirien. Il n'invente rien. L'histoire de l'Afrique ne se limite pas à ça. Mais Macron, revenons à la vidéo. Revenons à la vidéo. Ils applaudissent parce qu'ils pensent que M. Macron va le mettre au pouvoir. Ils pensent que la France le mettre au pouvoir. Quel élément? Par exemple, dans le nord-ouest, dans le nord de l'ouest, ils se posent, par exemple, sur le coût de la vie au Cameroun, sur la gouvernance, très bien. sur la gestion des problèmes au quotidien au Cameroun. Bon, vous avez dit gouvernance. Vous avez dit gouvernance. Justement sur ces faits-là. Oui, gouvernance. Selon vous, quand on regarde comment les choses avancent, et donc tous ces rapports qui sont faits sur le Cameroun, rapport. Rapport. Vous reconnaissez au moins qu'il y en a tronqué. C'est déjà bon pour vous. Vous êtes très informé. Bon, parlons de... Mais, qui anglophone? Le Cameroun s'est mêlé du dossier corse? Pas encore. Non. Le Cameroun n'a pas un siège. Il n'est pas membre titulaire. Vous-même, vous du le Conseil sécuritaire. Vous avez tout compris. Aucun intérêt. Vous avez compris. L'injustice des relations internationales. L'iniquité de ce système, nous, les panafricanistes, on combat ça. Cette ONU-là, voilà une vraie organisation dictatoriale où 5 pays se sont attribués le droit de parler à l'autre nom parce qu'ils ont gagné une guerre. C'est ça la démocratie? Vous allez au FMI, Banque mondiale, c'est pareil. Les gens sont des dictateurs au niveau global et ils veulent démocratiser les périphéries. C'est une contradiction irrésoluble. Un. De deux, le Cameroun... Comment? La dictature du sommet, sur la base. Et qui veut démocratiser les périphéries. Puisque M. Macron et consorts sont les champions de la démocratisation du monde entier qui commence à l'ONU. Un pays, une voix. C'est ça le projet onusien. Un pays, une voix. Qui a sapé ce projet? Et les conséquences, le monde est en train de le voir. Les gens tronquent les résolutions de l'ONU pour aller tuer Kadhafi. Les Obama et consorts, ils trafiquent les résolutions de l'ONU pour aller tuer Kadhafi. On l'arrête, on peut même le juger, mais on l'assassine. On lui fait subir des sévices sexuels. Au nom du droit d'ingérence humanitaire. Quel droit d'ingérence? Le mandat de l'ONU a été tronqué en Libye, vous le savez. Vous le savez, il n'y a pas de débat dessus. Pareil en Côte d'Ivoire, où la France parlait à l'ONU à la place de la Côte d'Ivoire. Ah oui, l'ambassadeur français à l'ONU parlait à la place de la Côte d'Ivoire. Du jamais vu. Mais on passe dessus comme ça. Donc, le Cameroun ne se mêle pas du dossier corse, mon cher Djipou. Le Cameroun ne se mêle pas du dossier catalan. Alors, l'affaire des Catalans, qu'a dit l'Union européenne? Que nous sommes attachés à l'unité de l'Espagne. Qu'a dit M. Trump? Nous sommes attachés à l'unité de l'Espagne. Qu'a dit les Anglais? Qu'ont dit les Anglais? On est attachés à l'unité de l'Espagne. Les Catalans, eux, ils ont un président même qui a été élu démocratiquement, Carles Puigdemont. Il a été élu par son peuple. Et qu'est-ce qu'on fait? La police a massacré les Catalans. L'Union européenne a dit quoi? Donc, vous voulez qu'on massacre nos frères anglophones? Personne ne massacre ici. Parce qu'ils sont séparatistes. Personne ne massacre ici. Le Cameroun défend son territoire, comme toutes les armées du monde. Le Cameroun n'accepte pas que l'intégrité de son territoire soit mise en péril. Le Cameroun n'accepte pas. Ben, toute guerre produit les vies humaines. Les guerres. Si vous ne voulez pas que les gens meurent, et demain, lorsqu'on va parler de crimes, de guerre, crimes contre l'humanité, que diriez-vous? Mais encore, il faut que ces crimes soient authentique et tangible. Vous pouvez sur le rapport de Human Rights Watch sans commentaire. J'ai dit depuis que c'était l'organisation qui ne valait rien. Depuis 10 ans, je le dis, sans commentaire. Je ne commente même pas ça. J'ai toujours dit que Amnesty, Human Rights sont des organisations criminelles. Je l'ai toujours dit. Avez-vous mené des enquêtes? Vous me demandez à moi de me mener les enquêtes? Le gouvernement vous a dit, elle a même porté plainte. Le gouvernement l'a commenté. René Sadi estime que c'était de la manipulation. Non, je ne commente pas le rapport a même d'ailleurs disparu du site. Je ne commente pas la sortie du ministre pour qui j'ai du respect. Je n'ai pas attendu le ministre pour le dire. Le ministre est dans ses fonctions. Non, je l'ai dit simplement parce que vous avez dit que vous ne commentez pas. Oui, parce que vous savez que depuis 10 ans, je pose sur la table la question de ces ONG.
Je le fais. Nous le faisons, le panafricanisme, on le fait depuis 10 ans. Vous avez attendu que Human Rights montre ce qu'il a été depuis en Côte d'Ivoire. C'est sur les rapports de Human Rights que Mme Bensouda, notre honte de l'Afrique, a fait ce qu'elle a fait à M. Gbagbo pour après dire qu'il était innocent. Vous n'allez pas insulter Mme Bensouda. Je ne l'ai pas insulté. Quand vous enfermez quelqu'un qui ne vous a rien fait pendant des années, vous le libérez, mais vous le gardez en prison. C'est sur la base du dossier. Quel dossier? Il y a quel dossier là-bas? Il n'est pas vide. Il est vide. Les témoins à charge sont venus décharger. C'est-à-dire que c'est les témoins qui ont même appelé. Il n'y a rien là-bas, là, c'est plus. Rien. Et voilà votre justice internationale. Vous passez le temps à maudire vos justices internes, vous dites qu'il y a une justice internationale. On a vu à quoi ça sert cette justice internationale. Une honte pour l'humanité. Merci, Président Mbanda Kani. Nous allons suspendre cette partie interview pour prendre le débat. Dans cette arène, je l'indiquais à l'entame de l'émission, nous avons invité ici à Douala, dans nos studios de Aqua, Pierre Nka, qui est politologue, consultant. C'est avec lui que nous allons aller au fond de cette question sur le panafricanisme et ses rapports avec les dirigeants africains. C'est dans une petite seconde. Pierre Nka, bonsoir. Bonsoir, Roger. Devais-je signaler que vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences politiques? De manière triviale, je vous ai dit, c'est par la parole qu'on reconnaît si quelqu'un a un diplôme ou pas. On verra donc pendant je ne m'encombre pas et je ne refuse pas, c'est un titre universitaire. Ici, nous sommes à la télé et ça n'empêche qu'on mette ancienneté docteur Pierre Nka. C'est mon statut désormais depuis plus d'1 an aujourd'hui. En tout cas, on verra sur la demi-heure qui vous est consacrée. On verra donc ce que vaut ce doctorat. Je ne l'évalue pas, je n'en ai pas la qualité d'ailleurs. Je suis très loin d'avoir la qualité d'évaluer un docteur, mais en tout cas, je me ferai une opinion, les téléspectateurs d'abord et davantage, parce que nous sommes ici pour servir nos téléspectateurs. Alors, vous avez le gouvernement pendant une demi-heure. Oui, merci bien. Bonsoir, M. Mbanda Kani. Bonsoir, M. Pierre Nka. Oui, en préparant l'émission aussi, ce duel, j'ai un peu observé votre parcours. Je vois que vous êtes un ancien du Manidem qui a dans sa déclinaison le mot « nouvelle ». Et vous avez créé le parti politique qui s'appelle « Nouveau Mouvement ». Et en 2018, vous avez soutenu le RDPC qui a le renouveau. D'entrée de jeu, je veux savoir, qu'est-ce qui est nouveau en vous? Non, mon cher Pierre Nka, oui, j'assume mon passé au Manidem, je n'ai pas honte. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage à Nissé Kane, qui a tenu ma main en politique. C'est l'homme qui a tenu ma main en politique. Les autres, j'ai eu des Kamchamini m'a initié, n'est-ce pas, aux luttes civiles américaines, au panafricanisme, tout ça, mais Nissé, c'est lui qui a tenu ma main en politique. Je suis entré au Manidem en 1999. Ouais. J'ai gravé tous les échelons, je suis devenu président. Je suis parti de là. J'ai gardé de bons souvenirs, dont cet attachement à la nouvelle indépendance. Il faut une nouvelle indépendance en Afrique. Une nouvelle indépendance pour dire que jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas... Non, c'est un fait. On ne peut pas parler de souveraineté. C'est un fait, il y a d'indépendance formelle. On ne va pas faire la fine bouche. Formelle, il y a le rapport à l'ONU et tout, mais dans le fait, ces indépendances sont bridées par les accords secrets de coopération et par l'iniquité du système international, qui donne des droits extraordinaires à des puissances, c'est peut-être qu'elles ont gagné la guerre. C'est un fait. C'est ça, ça bride notre indépendance. Toute la volonté d'une nouvelle indépendance. Oui. J'ai gardé ça. Oui. Donc, nouveau mouvement populaire. Il est nouveau, pourquoi ce mouvement populaire? Parce que le vieux mouvement populaire hier était calqué un peu sur la révolution russe. Ce que vous avez appelé le bolchevisme, mais que nous appelons le matérialisme historique, de manière plus scientifique. Alors, ce nouveau mouvement populaire, depuis la chute du mur de Berlin, a connu une décroissance historique. Elle n'est plus en vogue. Donc il faut un nouveau mouvement populaire. Il se fera dans les luttes de tous les jours. Les luttes nouvelles d'aujourd'hui, mais avec le même objectif que les anciens ont porté. L'indépendance, la dignité, la lutte contre l'oppression. Maintenant le renouveau. Monsieur Nka, je ne fais pas les questions. Hein. Le renouveau. Vous faites un rapport avec le renouveau, c'est à vous de me dire. Moi, je n'ai aucun rapport sur ce plan-là avec le renouveau. Le libéralisme communautaire, c'est un grand livre. C'est reconnu dans le monde entier comme un grand livre. En tant que tel, bon, ce n'est pas ma référence. Je le lis, j'admire. C'est une grande pensée politique. Mais le décalage entre cette pensée politique et les réalités structurelles de l'Afrique
m'ont amené à croire peut-être que ces grands penseurs qui ont écrit ce livre, le grand penseur, le président Biya qui a écrit ce livre, peut-être avait été trop optimiste. Trop optimiste. Maintenant, les réalités ont rattrapé la théorie. Mais ça n'empêche pas, n'est-ce pas, qu'ils continuent à se battre pour ça. Mais rassurez-vous, je ne suis pas un adepte de l'humanisme communautaire. Oui, nous tous, l'Afrique. Je suis un nationaliste révolutionnaire. Oui, vous êtes C'était le pécisme. Oui, vous êtes panafricaniste, internationaliste, nationaliste. Vous êtes dans la révolution, je ne refuse pas. Je vous le concède. Vous savez, c'est un mot, professeur, docteur. Vous savez que c'est un mot qui fait peur aujourd'hui. Oui, je vous le concède. Quand vous dites, attendez, je veux préciser. Non, laissez-moi parler. Vous avez eu le temps de parler. Laissez-moi aussi parler. Un titre, je peux quand même m'expliquer, non? Je vous dis, vous avez dit que vous êtes révolutionnaire. Je l'assume. Maintenant, sur le plan des relations entre l'Afrique et le monde, je vous en prie. Vous êtes partisan de la lutte, et votre parti politique le prouve d'ailleurs, vous êtes la lutte contre l'impérialisme. Président, quel est votre cible dans cette lutte? C'est l'impérialisme. Non, la cible. Mais je vous le prends. Oui. Dans ces manifestations actuelles, oui. L'iniquité des termes de l'échange, l'iniquité du système international, le privilège extraordinaire accordé au dollar, c'est une base mafieuse. Parce que le traité qui fait d'autres privilèges est basé sur un accord avec l'Arabie Saoudite. Donc c'est un complot. Écoutez, bien, on ne le dit pas, c'est un fait. Ouais. C'est un fait. L'iniquité des relations internationales, les accords de coopération, secrets de coopération, le franc CFA, ces choses-là qui bloquent la souveraineté de nos pays, qui bloquent nos forces productives, qui nous bloquent, qui nous stagnent. Ce sont des faits. Ce n'est pas une lubie du président Madakani. L'esclavage, la colonisation ont débouché sur l'impérialisme. L'impérialisme est la conséquence directe, mécanique de l'esclavage et de la colonisation. Les gens font comme si ça s'est arrêté. Comme Nkrumah a théorisé, Moumi aussi, le néocolonialisme, pour démontrer qu'il y avait une continuité de l'impérialisme sur les modalités du néocolonialisme. Aujourd'hui, c'est globalisé. Et nous voyons aujourd'hui comment on veut nous reciviliser avec des processus de démocratisation et de droits de l'homme. N'allons pas encore là-bas. Nous sommes au niveau de l'impérialisme, c'est-à-dire du sorti de l'émancipation. Je vous réponds oui. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie ou bien du concept d'exclavation de l'État en Afrique? Oui, bien sûr. Oui, et vous le percevez comment? C'est quoi l'exclavation? Ça veut dire un État qui est tourné vers l'extérieur. Du fait de qui? Non, qui dépend de l'extérieur. Du fait de qui? Du fait des structures de l'impérialisme. Non, monsieur, je vais vous dire quelque chose, et nous sommes là pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent un peu. Dites-moi donc. Votre théorie d'émancipation de l'Afrique sur l'impérialisme ne tient pas. Elle ne tient pas parce que lorsque vous dites déjà... l'impérialisme? Non, laissez-moi terminer. Non, répondez aussi. Non, laissez-moi parler. Je vous ai dit qu'elle ne tient pas dans l'absolu, je vous le dis. Ah, dans l'absolu. Parce que le complot à lui seul ne suffit pas pour expliquer les relations internationales. Oui. Il y a le concept aujourd'hui de l'esclavation de l'État. L'esclavation de l'État africain. Qui n'est pas le fait, M. Bandagan, qui n'est pas le fait de l'Occident. C'est le fait de qui? C'est le fait de l'Africain. Ah, lui-même. L'Africain lui-même. Aujourd'hui, qui est au devant de la scène? Ce sont nos acteurs de relations internationales, nos présidents de la République, notre élite africaine, qui décident volontairement de concéder à l'Occident une partie de la souveraineté du peuple. Ok, je peux vous répondre? Non, laissez-moi terminer et vous comprendrez mieux. Tenez, lorsque la plupart des chefs d'État africains sont élus, chacun court, chacun veut sa première visite internationale. Il la veut où? Dans l'espace francophone. C'est généralement la France. C'est Paris, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Est-ce que c'est Paris qui appelle chaque jour nos chefs d'État? Non, c'est parce que généralement mal élus. Regardez bien, lorsque je vous ai entendu tout à l'heure dans toute l'émission, la première partie, vous évitez la légitimité. Or, nos chefs d'État sont en quête de légitimité sur la scène internationale et se retrouvent paradoxalement en train de brader ce qui fait la substance même de la souveraineté, qui est les ressources naturelles, qui est la protection du territoire et tout. Ils concèdent ça. Et ça a commencé depuis Ahidjo. Parce que vous faites tout pour éviter l'Africain. Et parlant du Cameroun, en 1959, c'est Ahidjo lui-même, de son propre chef, qui refuse qu'on donne l'indépendance à ceux qui revendiquaient et marque avec l'encre de son bic le destin commun entre le Cameroun et l'Afrique, entre le Cameroun et la France. Et dès cet instant, comment vous voulez que des présidents mal élus, qui souffrent de légitimité populaire,
se retrouve à la tête de nos États pendant des années et finalement, vous espérez une seconde indépendance ou bien une seconde souveraineté. Je peux vous répondre. Oui. D'abord, l'idée d'esclavation, il faut que vous la revisitez très bien. Non, là-dessus, je ne discute pas avec vous. L'esclavation de l'État, je ne discute pas avec vous. Pourquoi? Oui. Parce que vous êtes docteur? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous donne la conception la plus... Vous pouvez dire le contraire. Vous pouvez apporter les limites, mais je ne discute pas avec vous. Il dit qu'il ne parle pas de ça avec moi. Oui, je ne discute pas. C'est moi qui ai dit qu'il est docteur. Il le répète. Il n'a jamais dit qu'il est docteur. C'est une façon de débattre ça? Non, mais avancez vos arguments, Banda Kani. Il dit qu'il ne discute pas de ça. Oui, non, ne me dites pas de revoir ça. Non, je vous le dis. Parce Vous que pouvez, l'esclavation... vous pouvez. Ne me frayez pas. Non, vous pouvez. Non, pas vous. Ne me frayez pas, mon cher Pienka. J'ai du respect pour vous. Loin de là, pour vos titres académiques, mais ne me frayez pas. La leçon de... Vous avez lu Samir Amin? Oui. C'est le plus grand économiste du monde. Oui. Vous le savez, non? Oui. Il a écrit au moins 15 livres. Et ces livres font autorité. Il a écrit beaucoup sur l'extraversion de l'économie. Non, il a écrit sur la dépendance. Non, la dépendance sur la base... Oh, l'État indépendant n'explique pas les relations internationales. Samir Amin n'est pas le théoricien de l'État indépendance. Il est le théoricien de la déconnexion. La déconnexion, la dépendance, oui. Laissez-moi parler. Oui. Il est le théoricien de la déconnexion. Et il démontre dans ses livres qu'il faut déconnecter parce que, justement, l'extraversion, la dépendance. Il n'est pas le premier à écrire là-dessus. Deuxièmement, mon cher docteur, l'extraversion a commencé quand? C'est avec Idiot, vous savez, Paul Biya, vous nous faites dire. L'extraversion a commencé avec l'esclavage. Non, monsieur. Monsieur, ne perdez pas la jeune génération là. Bon, ça, les faits historiques, on ne peut pas les changer. Docteur Pienka. Non, on ne peut pas changer les faits historiques. Vous me laissez parler? Docteur Pienka. Vous me laissez parler, docteur? La génération qui nous écoute n'a pas 5 ans. Le tout de console. Vous me laissez parler? Le consul anglais. Vous me laissez parler? Vous me laissez parler? Le chef Douala qui est arrivé en retard. Et le drame que nous avons, c'est que... Le drame, c'est que des savants comme vous ne voulez pas dire ça à la nouvelle génération. Je n'ai rien contre la nouvelle génération. Je suis en train de vous dire, il faut justement le dire, que l'extraversion commence avec l'esclavage. C'est près de combien de millions d'Africains qui ont été exportés pour aller planter. Laissez-moi parler. C'était le fait de qui? Des Africains. Hein? Oui. Donc ces Africains. Qui a pris le sel? C'est les Africains. Qui a pris le sel? Bon, je vous laisse écouter. Qui a pris le sel? Non, le monde entier nous écoute. Je ne débat pas ça. Vous avez le droit de le dire. Que c'est les Africains qui sélectionnait les hommes les plus forts dans les villages. On ne va pas faire de négationnisme. Le monde entier écoute ce que le docteur Kaya est en train de dire. Même les Blancs ont fait des réunions pour dire que c'est un crime contre l'humanité. Et que c'est l'Occident qui l'a organisé. Vous, docteur que vous êtes, vous dites que ces Africains qui, en prenant le sel, machin, organisaient l'esclavage. Les gens arrivent chez vous, par la force, ils s'imposent, ils désorganisent votre économie. Non, laissez-moi parler. Ça, c'est le complot. C'est pas le complot, je parle de l'esclavage. Voilà, vous faites une théorie du complot. La théorie du complot suppose que les faits n'existent pas. Vous niez l'esclavage, c'est votre droit. Le monde entier vous attend. Je n'ai pas l'esclavage. Bon, ok. Si vous niez pas l'esclavage, vous m'empêchez de parler pourquoi? On dit dans la même chose. Non, il n'y a pas de modalité. Le débat est clos. Les Français. Tout à l'heure, vous voulez clore le débat, vous avez dit non. C'est la question. C'est la question. On dit quoi? Les Français, le Parlement français a voté, c'est la loi. Non, allons sur l'extraversion. Ne nous éloignons pas, nous n'avons pas beaucoup de temps. On fera notre débat. Vous êtes un spécialiste, tout vous ramenez à la France. Non, ne m'amenez pas là-bas. Évitez un peu la France. Kani, revenons au sujet. Vous avez dit dans vos propos que vous êtes, c'est connu de tous, on dit que vous n'aimez pas la France, que vous avez une haine sur la France. Oui, mais ceux qui le disent ont raison. Ce que je vous demande, vous me parlez de la théorie impérialiste. Mais je vous réponds, non. Je vous ai expliqué que cette théorie impérialiste ne tient plus, puisque c'est le complot. C'est l'Africain lui-même qui va sur la scène internationale. Est-ce que l'Africain n'a pas... Banda Kani, je pose la question simplement. Est-ce que l'Africain n'a pas sa responsabilité dans l'aliénation que J'arrive. Non, c'est un vieux débat, c'est pas nouveau ça. J'arrive sur des questions méthodologiques. Ça mérite une réponse. Bien sûr, méthodologique. Docteur Nka, quand on pose une question, je ne vais pas répondre comme vous voulez. C'est normal. C'est plein de débats intellectuels. Je dois pas répondre comme vous voulez. Et ce que vous dites n'est pas la vérité forcément. Donc, je l'appuie sur une théorie. Oui, c'est qu'une théorie. Ce n'est qu'une théorie. La théorie n'est pas la vérité, c'est une théorie. Oui. Pour qu'une théorie devienne une vérité, il faut qu'elle soit en phase avec les faits, sur un très long terme. Donc je suis en train de vous dire que l'extraversion de l'Afrique commence avec l'esclavage. Si on le nie, on ne parle plus de la même chose. Ça s'est poursuivi avec la colonisation. Le président Biya n'était pas né, Edio n'était pas né, vous n'étiez pas né, je n'étais pas né depuis ce moment-là. Et ça a continué avec le néocolonialisme. Kwame Nkrumah, c'est un grand théoricien, c'est reconnu. Il a théorisé dessus. Attendez, Moumé l'a écrit. Donc, c'est une vieille affaire. Ça veut dire que ça a des conséquences directes. Des travaux sur l'esclavage ont démontré l'impact de l'esclavage sur le destin de l'Afrique. Des travaux faits par des Américains, des Français, tous ces gens-là. L'impact, c'est grâce à l'esclavage que l'Amérique a accumulé ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital.
L'Europe, ce n'est pas la colonisation qu'elle a accumulée, mutuellement le capital, qui l'a permis de décoller et de commander le monde. Ce sont des faits établis. Si vous admettez ça, vous comprenez que ça a des conséquences sur les pays africains. Ça a des conséquences sur le Cameroun. Oui, vous avez raison. Le président... Mais laissez-moi... Si vous m'écoutez, vous voyez qu'on peut s'entendre. Vous avez raison. Le président a eu sa responsabilité. Le président Biana. Mais de là à renverser les hiérarchies de contradictions, vous êtes très audacieux, docteur, avec tout le respect que j'ai pour vous. Vous renversez les hiérarchies de contradictions. Ce n'est pas le président Biana qui est le franc CFA. En 1945 ans, la France qui est le franc CFA, qui bloque toute l'Afrique française. Même les Français aujourd'hui le connaissent. Enfin, Macron l'a dit à Abidjan, il le connaissait lui-même que c'était un problème. Donc, on ne peut pas plus royaliste que le roi. Le franc CFA, c'est 3 Français qui signent la convention. Un représentant l'Afrique, 2 représentant la métropole. Il n'y avait... Je suis interrompu pour vous m'interrompre. Il n'y avait aucun Africain sur la table. Jusqu'en 1945 ans que le franc CFA. Il n'y avait ni Paul Biya, ni le président Biya, aucun président africain. C'est la France qui s'assoit et dit que j'ai créé le franc CFA. Elle l'impose. Même le président que vous dites, oui, je ne suis pas un adidioïste. Je lui accorde des circonstances atténuantes. Pourquoi? De 60 à 70, qui fait la guerre au Cameroun? On a qu'à l'armée. C'est la France et c'est supplétif qu'elle amène ici. Peut-être vous ne savez pas, je vous le dis. Elle amène les Maliens. Oui. C'est un Tchadien. Et la France se condamne. Écoutez, je suis heureux. Ouvrez donc. Monsieur Kane, on a 30 minutes. On a 30 minutes et j'ai préparé. Je vous démontre que... Ça va prendre 3 minutes. Non, je vous démontre, docteur. Je vous démontre que, oui, je vous rassure, je ne dédouane pas les Africains. Très bien. Je ne les dédouane pas. Vous me suivez très mal. Je suis en première ligne dans le combat contre l'Ando Colonna. Le concept de l'Ando Colonna, c'est son nez. Je suis l'un des gens qui mettent ça sur la table. C'est quoi l'Ando Colonna? Ce sont ces Africains qui travaillent contre leur peuple. Pourquoi ce n'est pas eux leur cible? J'arrive. Ils sont ma cible aussi. Non. Vous ne me suivez pas. On ne le ressent pas lorsque mais vous voulez que je fasse comme vous. Parlez plus de l'Occident. Je ne peux pas parler comme vous parce que c'est elle qui est responsable. Non. Monsieur, le mal est profond en interne. Non, arrêtez ça. 80% de vos devises à l'étranger, vous pouvez faire quoi l'économie? Monsieur. C'est vous qui avez parlé de Tundian Pemi, non? Monsieur. Vous avez lu son livre? Revenons. C'est vous qui avez convoqué Tundian Pemi, oui ou non? Monsieur, je me réjouis. C'est vous qui l'avez convoqué, oui ou non? Tundian Pemi. Président, non, nous ne ferons pas de débat sur répression monétaire de l'Afrique. Non, Pienka. Oui. Pienka, Bandakani, on ne va pas faire de monnaie sur... On ne va pas faire de débat sur monnaie. Oui, je voulais lui dire. Allons dans le sens... Le docteur qui l'a convoqué. Non, je me réjouis que de plus en plus, vous avez bifurqué. Non, arrêtez ça. Non, je me réjouis que cela, comment vous reconnaissez ça. Maintenant, je viens sur le panafricanisme. Écoutez, non, je viens sur le panafricanisme. Je ne vous le permets pas, docteur Nka. Vous pouvez voir mon parcours. Je suis allé en prison dans ce pays. Vous êtes allé en prison un jour? Non, aller en prison. J'ai subi... Écoutez, non, ça vous... Non, l'omniscient. Non, je n'ai pas dit ça. Ça vous amène à reconsidérer vos propos sur mon parcours. Il faut peut-être préciser pourquoi vous êtes allé en prison, parce qu'on va en prison pour vol à la tire aussi. Non, je suis allé en prison dans les combats pour la démocratisation. C'était contre les qui? Je suis allé en prison plusieurs fois pour la lutte contre les privatisations sauvages. C'est pas vous qui les faisiez. Si vous les avez fait, si vous avez fait la prison pour ce genre de choses, ça veut dire que vous devez repenser votre impérialisme. L'impérialisme là ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Mais qui vous a mis en prison? Bandakani, est-ce que c'est la France qui vous a mis en prison? Je vous ai dit qu'elle est limitée pour expliquer la protection de l'État à l'extérieur. Revenons maintenant sur le panafricanisme. Le panafricanisme. Attendez, non. Bandakani, on parle du panafricanisme. Je ne vais pas laisser certaines choses passer. Vous êtes un grand docteur, je vous respecte. Vous parlez de l'impérialisme, vous savez ce que c'est? Monsieur. Vous voulez renverser la théorie sur la question? Monsieur. Mais vous l'impérialisme. Non, lui le nie. Monsieur, mais il a pas l'histoire. C'est la domination des pays forts sur les pays faibles. C'est ça l'impérialisme. Laissez-moi vous aider. Domination économique. Vous voulez nier qu'on domine l'Afrique? C'est la domination des pays du Nord. Développés. En économie, ils ne sont pas développés. C'est pas les discours que l'Afrique va se désaligner. Ils ne sont pas développés. Monsieur Kani. Ils ne sont pas développés. On a fini au moins avec la projection de l'État sur les relations internationales, sur le plan de théorie impérialiste, et moi je vous propose de lire beaucoup l'esclavation qui donne la responsabilité. Non, votre théorie est fausse. On l'a entendu. Maintenant je vous renvoie sur le panafricanisme. Je vous pose une question simple. De quel courant ou de quelle période du panafricanisme vous revendiquez? Il n'y a pas de courant. Non, il y a. On ne parlait pas de panafricanisme. Il y a. Non. La théorie panafricaniste est établie depuis bientôt 100 ans. Vous comprenez? 1900, depuis les Marcus Garvey, en passant par la Web d'Ivoire, les Patmore, jusqu'à Nkrumah, en passant par les autres, Thomas Sankara, Lumumba et autres, et des théoriciens d'Amérique latine et des Caraïbes. La théorie est connue sur la question. Le panafricanisme, c'est le combat contre l'impérialisme pour libérer l'Afrique. Vous parlez de courants, vous voulez mélanger quoi? L'afrocentrisme, le kémétisme, tous ces consorts? Non, ce n'est pas la même chose.
Le panafricanisme, le combat, il est clair. Il est clair, c'est la libération du continent contre l'impérialisme et la redéfinition. Comment? Mais maintenant, je vous réponds. Comment? Je vous dois d'abord définir le panafricanisme. Oui. Et je On a vous fait réponds. beaucoup de temps. Mais comment? Mais pas la lutte résolue contre l'impérialisme. En organisant les masses, en faisant émerger une élite intellectuelle complètement renouvelée, qui ne respecte pas les théories de l'Occident, qui ne limite pas sa connaissance, en répétant les théories universitaires et académiques de l'Occident, qui sont des théories aliénantes. Une classe intellectuelle qui produit par le renouveau de la culture. Et Chantal Diop a fait un travail extraordinaire à ce niveau, en nous reconnectant aux sources comitiques de la naissance de l'histoire africaine, aux sources éthiopiennes, aux sources d'Afrique centrale, en nous reconnectant à tout ça pour rebâtir la grande Afrique. C'est que ça, la démarche panafricaniste. Oui. Voilà comment ça se fait. Ça veut dire quoi? Non, je suis concret. Non, mais vous avez donné la réponse. C'est une réponse. Non, je termine la question. Une réponse doit prendre 5 minutes puisqu'il n'a que 30 minutes. Ce que je veux vous dire, président Mbanda-Kani, vous faites bien de rappeler les Dubois, les Kwame Nkrumah, qui, dans une certaine mesure, n'étaient pas aussi des modèles. Hein. Souvenez-vous que Kwame Nkrumah a été renversé au Ghana. C'est pour ça qu'il n'est pas un modèle. Non, laissez-moi. Qu'il a renversé. Qu'il a renversé l'impérialisme. Vous ne savez pas ça? Oui, il a été renversé parce qu'il voulait s'éterniser. Vous avez bientôt dit que Sankara, voilà. Et Sankara aussi, c'était pas un modèle. Laissez-moi continuer. Mais on vous écoute, hein? Laissez-moi continuer. Ça, c'est les théories réactionnaires. Non, laissez-moi continuer. Je ne suis pas réactionnaire. Vous avez dit quoi? Je veux justement. Sankara était pensé un modèle. Je veux justement. Parce que on tue quelqu'un, vous dites qu'il n'est pas un modèle. Monsieur Kani. Nous renversons les présidents qui ne sont pas les modèles. J'ai introduit notre échange par le mot nouveau. Je veux aussi que vous changez votre logiciel. Pour vous faire plaisir? Non. Laissez-moi expliquer. Vous le faites changer pour Laissez-moi expliquer. Depuis que l'Afrique est Afrique, depuis, il n'y a pas eu le mot États-Unis d'Afrique avant 2000. Il n'y a pas eu. Vraiment, vous me faites avant 2000? Oui. Il n'y a pas eu le mot. Il n'y a pas eu constitutionnalisé. Je vous demande, dans votre panafricanisme. Vous écoutez ça? Laissez-moi. Oh mon Dieu. Laissez-moi vous parler. Docteur de votre État. Laissez-moi vous parler. Le panafricanisme qu'on doit aujourd'hui enseigner à nos enfants pour faire face à la compétition internationale, c'est le panafricanisme contenu dans l'acte institutif de l'Union africaine de 2000. Qui vous a dit ça? C'est votre chancre Kadhafi qui a écrit ça. Qui a dit que c'est notre chantre? C'est vous le citez à bon. Vous l'avez défendu. Vous l'avez défendu. Ça veut dire qu'il est un théoricien. Banga Kani, je veux vous dire quelque chose. Changez, vous êtes nouveau aussi. Non. Acceptez qu'on vous dise que dans la vie, il y a des ruptures. Je suis d'accord avec vous. Il y a eu la rupture des échecs avec Kadhafi. Oui. Il y a eu des ruptures avec Kwame Nkrumah. Il y a eu des ruptures, des échecs avec les Dubois qui ont fait un travail qu'on reconnaît sur le plan historique. Mais je veux vous dire... Et sur le plan théorique? Oui, je vous propose donc ceci pour le plan opérationnel. N'est-ce pas? La charte, l'acte constitutif de l'Union africaine de 2000, nommé. Oui. Tout le monde peut lire. Oui. Tout est circonscrit pour projeter l'Afrique sur la scène internationale. Citez ça. Et vous refusez de citer ça. Pourquoi? Parce que vous tombez dans votre propre piège. Vous dites votre cible, c'est l'Occident. Or, la charte et les textes qui en découlent, notamment la CADEC, qui est la charte africaine sur la démocratie et la gouvernance, dit clairement ceci. Il faut respecter les urnes. Il faut bien organiser les élections. Tout est dans la démocratie. Vous avez fini. Pendant la première émission, pendant la première partie, si les auditeurs vous ont bien suivi, laissez-moi expliquer. On termine pendant la première partie. Oui, bien sûr. Pendant la première partie de l'émission, pendant la première partie de l'émission, si les auditeurs et les téléspectateurs vous ont bien suivi, vous êtes contre la démocratie. Or, aujourd'hui, le panafricanisme de demain, contre la démocratie, c'est le panafricanisme de la démocratie qui est contenu dans les chartes, qui est contenu dans tout cela. Et c'est par là, je vous renvoie à 2000, modifiez aussi votre logiciel pour être plus opérationnel. Merci. Oui, mais nous prenons congé de lui puisque nous sommes tenus. Mais si vous prenez 2-3 minutes pour chaque réponse. Vous m'empêchez de le répondre. Oui. C'est mon frère. En 1 minute, c'est possible. Je vais essayer. Donnez-moi ça le temps complet. Après 1 minute, on va vous couper. Non, vous avez toute l'émission pour vous, malheureusement. Monsieur Nka, on ne change pas un logiciel parce que quelqu'un a dit de la changer. On change un logiciel parce que les faits vous amènent à changer. Vous n'avez pas été capable de m'amener à changer mon logiciel parce que vos théories sont inconsistantes. Je le démontre. 1. Sur l'extraversion, j'ai démontré qu'elle était inconsistante. On ne revient plus dessus. 2. On est sur le panafricanisme. Je suis allé en prison pour la démocratie. Je suis allé en prison. On est sur le panafricanisme. Il a dit que je suis contre la démocratie. C'est grave. Il a dit que je suis contre. Je peux comprendre que peut-être vous êtes plus jeune que moi, que vous la découvrez. Il m'empêche de parler. S'il vous plaît. Laissez-moi vous répondre. Vous êtes un docteur. Vous ne pouvez pas parler.
C'est grave ce que vous dites. Je n'ai jamais été contre la démocratie. Vous confondez démocratie néocoloniale. Allez étudier, il n'y a pas de... Laissez-moi parler. Mais la démocratie, c'est laissez-moi parler. La démocratie... Vous avez la cadette, ne jetez pas l'eau. Allez lire la charte. L'enfer, ce n'est pas tous les autres. Je n'ai pas dit, non, je vous prends le mot. Non, vous n'avez pas lu cette charte, vous ne l'avez pas bien lu. Allez lire la charte des droits de l'homme et des peuples, africains, droits de l'homme et des peuples. Allez la lire. Aucun panafricaniste ne peut théoriser une démocratie néocoloniale et occidentale en Afrique. Aucun. C'est que ce n'est pas un panafricanisme. Nous sommes pour la démocratie, mais est-ce que l'Occident dit le dernier pour la démocratie? Vous voulez qu'on répète les Grecs? Nous ne sommes pas les Grecs. Bandakani, qu'on s'entende bien. Qu'on s'entende bien, s'il vous plaît. Qu'on s'entende bien. Vous parlez de démocratie avec les principes qui sont connus. Suffrage universel, respect des libertés individuelles et collectives, la séparation de pouvoir. Oui, tout ce que vous voulez. C'est bien de cela qu'on parle. Oui, à une condition. On n'a pas besoin de dire qu'elle est occidentale. On parle bien de cela. Bon, je vous le concède même. Allons-y. Bon, est-ce que c'est de ça que vous parlez quand vous évoquez la démocratie? C'est pas ça ma concept de la démocratie. C'est quoi? Mais je vais vous faire C'est quoi les principes de votre démocratie? Ce que vous dites là, toutes ces libertés, machin et consorts, sans souveraineté indépendante, ne valent rien. Merci. Attends, je termine. Non, laisse-moi parler. Oui. Deuxièmement, mais monsieur Nka, vous me faites rire. Sankara qui l'a tué, c'est Bandakani. Mais vous l'avez déjà dit. Quand l'Afrique qui l'a tué, c'est Bandakani. Vous l'avez dit. Non, je l'ai dit. Lumumba, Gbagbo. Vous l'avez dit à l'entame de l'émission. Ils étaient légitimes, monsieur K. Ils étaient légitimes. Ce sont vos parents qui les ont tués. Je place un seul mot. Ce sont vos parents qui les ont tués. Quel mot vous voulez placer encore? Je vais vous dire quelque chose. Dites à la génération qui vous écoute et que vous haranguez chaque jour. Dites-leur que Kadhafi, après son échec du pan-arabisme, c'est-à-dire Kadhafi, c'était d'être le chef de l'Afrique arabe. Il a raté cela et il a voulu vassaliser les présidents africains en payant leurs cotisations. Vous êtes en Afrique, vous parlez de l'Afrique. Lorsqu'on est en Afrique... contradiction. Non, on fera une division. Vous lui activiez, quand vous célébrez... Non, il a voulu... Écoutez, je vous le redis, monsieur. On aura l'occasion de faire. Attendez, je sors par là. Vous célébrez Kadhafi, il y a 2 minutes, maintenant vous l'insultez. Je sors par là en vous disant que le panarabisme, monsieur, c'était un rêve. Le rêve qui a échoué. Lorsqu'il a raté le rêve du panarabisme, il est venu vers l'Afrique. Il est venu vers la grande Afrique, c'est ça. Merci. Que Nasser recevait les héros africains, monsieur K. Est-ce que la réalisation... Vous êtes jeune, je le... Pour l'instant, on va commencer à 40 minutes. Alors, nous allons débriefer les élections en une question d'Alain Djipou. Bandakani n'a pas été élu le temps que Robert Charles-Itoc s'installe pour la synthèse de cette émission. On a entendu beaucoup de choses. On retiendra l'essentiel avec lui dans un instant. Est-ce que vous avez tiré les conséquences de cette élection, Bandakani? Vous n'avez pas été élu. Ça veut dire que peut-être votre discours n'est pas bien senti, n'est pas bien entendu. Non, c'était ma première élection. J'ai fait plus de 2000 voix à Douala deuxième. Comprenez? Et près de 1000 personnes à Douala première élection. S'il n'y avait pas eu... Si les gens s'étaient pas activés à la majorité absolue, j'aurais 1 ou 2 conseillers à Douala deuxième. Donc on sait dans quelles conditions cela s'est passé. Quelles conditions? J'ai dénoncé ça. Quoi? Comment? Monsieur Nka l'a pas suivi. J'étais à l'avant-garde du combat contre la fraude. Donc tu vois, je ne suis pas seulement panafricaniste dans les airs. J'ai dénoncé la fraude. Je me suis engagé contre la fraude. Seulement, je n'ai pas la même conclusion que les démocrates néocoloniaux africains. Oui, la fraude existe, mais la conclusion qu'ils en tirent, c'est pas la même que moi. Écoutez, mon cher Rodrigue, j'étais très content de cette élection. Vous savez pourquoi? Ça a clarifié beaucoup de choses. Mes adversaires, même mes ennemis, ont dit que j'étais du RDPC, que j'avais une alliance avec le RDPC. C'était dans la tête des Camerounais. Tous les partis qui sont allés à cette élection ont été aidés par les réseaux de l'État, sauf le président Balakani et le LMP. Rien, je n'ai eu aucun soutien du RDPC. Je n'ai jamais demandé. Le soutien au président n'a rien à voir avec une alliance avec le RDPC. C'était clair durant cette élection où j'étais un adversaire résolu du RDPC, tout en continuant à soutenir le président parce que l'État est différent du parti. Et j'ai une occasion de clarifier un truc, le monde entier m'entend. On a dit que Balakani avait dit que la Constitution donnait le droit au président Béat de tuer tous les anglophones. J'ai jamais eu le temps de démentir ça. C'est un de vos collègues journalistes qui sait que je suis interdit sur sa chaîne
vous ne voulez pas vous embêter, pas citer la chaîne, c'est sa chaîne, n'est-ce pas, que c'est interdit là-bas, il s'agit d'Edmond Kambia. Il allait dire, répéter ça. J'ai fait perdre ma vie à cause de ça. Donc, devant le monde entier, j'ai appelé Edmond Kambia, je lui ai dit de retirer, il ne l'a pas fait. Je ne vais pas le porter plainte parce que vous allez m'en vouloir. Vous, les journalistes, devant le monde entier, je le dis, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que la constitution du Cameroun donnait le droit au président Biya de tuer tous les anglophones. Ceux qui l'ont fait avaient un complot pour m'assassiner, me livrer aux ambazoniens. C'était faux. Il y a une ONG qui travaille dans ces choses sur Internet, qui a repris mes propos, qui a repris le contexte de l'émission, qui a tout ramené et a démontré que ces gens avaient fait un montage pour nuire au président Bandakani. Si Edmond Kambia m'entend, sa dignité de journaliste le demande de retirer ça pour son honneur. Merci. Robert Charlitor, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Retournons dans cette arène. Oui, le temps nous étant imparti, on va aller très vite. De cette arène, on retient que l'affaire Macron et l'activiste Calibri Calibro, Bandakani a ressenti deux sentiments. D'abord, il a été pris par un coup dans sa fierté, et puis il est content parce que cela met sur la table la réalité des relations entre la France et le Cameroun, des relations qui n'ont jamais été bonnes. Le président français s'est donné les droits qui n'est pas digne de procéder. La réaction sa réaction est semblable à un crime comme ceux commis sur certains leaders africains comme tel Sankara, Kadhafi et bien d'autres. Ce qui se passe n'est pas nouveau. L'objectif est de diaboliser les États qui gênent. Vous estimez que la fonction présidentielle en France est à son plus bas niveau. La France a démontré au monde entier qu'elle parraine la basse. Les propos de l'activiste sont, selon vous, du grand n'importe quoi. Les rapports entre le Cameroun et la France, vous dites, sont des rapports de guerre. Une guerre qui se poursuit sur le plan géopolitique. La réaction du gouvernement est incompréhensible face aux propos de Macron. Et vous estimez que les infiltrés, les agents camerounais qui travaillent pour la France au sein de l'appareil gouvernemental, ceux-là sont les principaux qui coincent la réaction de l'État. Et vous pensez que la réaction donnée par l'État à travers le secrétaire général à la présidence n'est pas à la dimension des propos tenus par le président français. Le président Paul Biya, vous avez dit, peut choisir de produire un démenti par rapport à ces propos, peut choisir ne pas produire un démenti par rapport à ces propos pour des besoins d'intérêt supérieur de l'État. Vous estimez qu'on ne peut pas parler de pression parce que le président Maurice Kamto n'a pas fait 9 jours en prison, mais 9 mois. Et la loi camerounaise donne les pouvoirs au président d'arrêter des poursuites judiciaires. Donc, on ne peut parler de pression puisque le président décide, lui, d'arrêter les poursuites judiciaires contre le président Maurice Kamto. Le Cameroun est dans une dynamique d'émancipation, d'où les tensions récurrentes entre la France et notre pays. La France n'arrive plus à tenir le rythme de la compétitivité mondiale et elle voit ainsi certains de ses mamelles nourricières lui échapper, d'où vous pouvez comprendre les attaques qui sont enregistrées de temps en temps vis-à-vis du Cameroun. Vous dites qu'il n'y a pas de dictateur dans la néocolonie. La France place les présidents, les dynamiques n'étant pas figées, les changements de paradigme peuvent parvenir du côté des présidents qui sont imposés par la France à travers l'émancipation et l'ouverture à d'autres politiques. Vous estimez que vous n'acceptez pas les rapports entre la France et le Cameroun parce que la France a tendance à infantiliser le Cameroun. Vous estimez que vous avez le droit de faire la guerre à une politique qui détruit la politique de votre pays. Le président Biya défend les intérêts de son pays. La France doit apprendre à parler avec ses interlocuteurs. Vous combattez l'injustice des relations internationales. Le Cameroun n'accepte pas que son unité nationale soit mise en péril. Dans votre combat, la cible, c'est l'impérialisme à travers les accords secrets de coopération, le franc CFA, les accords qui font stagner l'Afrique et en particulier le Cameroun. Vous n'êtes pas pasteur, votre maître spirituel c'est Jésus-Christ, vous n'appartenez à aucune secte, encore moins à un réseau. Vous êtes certain que Dieu va impacter la politique à travers les vrais chrétiens. Vous n'avez pas honte de soutenir le président de la République, Paul Biya. Vous n'êtes pas membre du RDPC. Le biaïsme, vous ne connaissez pas trop ce concept. Vous estimez que vous êtes UPCiste. Vous affirmez être UPCiste. Le NMP n'a pas d'alliance avec le RDPC. Vous faites partie de ceux qui ont bâti la maison des jeunes et de la culture ici à Douala et même au Cameroun. Votre vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Vous avez connu la prison au moins 6 fois. Les sévices physiques, vous les avez connus. Votre rêve, c'est que l'Afrique aujourd'hui joue le rôle
qu'elle avait dans le passé. L'Afrique doit montrer le chemin au monde, d'où votre adhésion au panafricanisme, au nationalisme révolutionnaire. Wow. Merci Robert Charles-Itok. Réaction, Banda Kani? Ben, je vais lui donner un cadeau, il est merveilleux ce type. Ah. Super mon frère, il ne se passe plus d'ailleurs. Hein. J'ai plaisir à suivre vos émissions tout le temps, il est toujours génial, comme toi-même. Non, mais un peu moins que Robert Charles quand même. Oui, un peu moins quand même. Je voulais quand même dire merci à Bianca. Hein. Oui. J'ai beaucoup apprécié l'échange, c'est un grand monsieur, je voulais le saluer. Merci Banda Kani, merci Alain Djipou, Bianca, et merci également à Thierry Niopé qui ont consacré un peu plus d'1h30, 90 minutes à ce programme. Merci de vous être prêté au jeu de nos questions. C'est moi qui vous remercie, Rodrigue. J'ai apprécié la dextérité journalistique. Et vous êtes ressorti vivant de cette arène. C'est toujours vivant. Retournons-nous dimanche pour une autre arène. Ce sera toujours le Hot et le Hard interview à la télévision. Bonsoir.